Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus et cette semaine, on a un autre épisode très chargé pour vous. Tout d'abord, en compagnie de Marc-André Chaloux, on va faire le tour des rencontres qui seront présentées du côté de la NFL lors de la 11e semaine d'activité. Je vais recevoir encore une fois cette semaine Jean-Vincent Poussy-Audette, coordonnateur de la défense des GGs de l'Université d'Ottawa, oui, afin de parler de la Coupe Mitchell, le Rouge et Or de l'Université Laval qui a vaincu les Carabins de l'Université de Montréal la semaine dernière. Alors, Laval va affronter maintenant l'Université de Regina. On va parler de tout ça en compagnie de Jean-Vincent et Éric Leblanc du site web journaliste au rds.ca. Va venir me rejoindre afin de parler de la fin de la saison des Alouettes. Éric et moi, on a assisté aux deux bilans des Alouettes en début de semaine. Alors, on va parler, bien sûr, de ce qui sera à surveiller du côté de la formation montréalaise durant la saison morte. Et comme d'habitude, on va répondre également à vos questions dans le cadre de la Minute des fans. Mais tout d'abord, on va accueillir Marc-André afin d'y aller de nos réactions excessives à la suite de la 10e semaine d'activité du côté de la NFL. Je vais commencer, Marc-André. C'est pas nécessairement une réaction excessive, là, mais pour moi, c'est terminé. Daniel Jones a joué son dernier match dans l'uniforme Oh, ouais. des Giants de New York. Les Giants se sont inclinés contre les Panthers de la Caroline dimanche matin. La rencontre avait lieu à Munich, en Allemagne. Et Jones a été terrible. Il a été exécrable. Il y avait des jeux, des opportunités pour les Giants. Les jeux qui ont été sélectionnés par Brian Daboll fonctionnaient. Les receveurs étaient libres. Mais Daniel Jones est incapable de voir le terrain. Plusieurs de ses passes étaient imprécises sur la première séquence. Malik Neighbors s'était libéré le long des lignes de côté. La passe était 10 pieds par-dessus la tête du receveur recru des Giants. Et pourquoi je suis convaincu que Daniel Jones a joué son dernier match dans l'uniforme des Giants de New York après 6 saisons, c'est que s'il se blesse d'ici la fin de la saison, Marc-André, et qu'il se retrouve sur la liste des blessés au printemps, il y a un 23 millions de dollars garanti que les Giants de New York vont devoir lui donner. Alors, c'est la raison pour Mmh. laquelle je crois que les Giants vont tout simplement prendre la décision de clouer au banc, un peu comme les Broncos de Denver avaient fait la saison dernière avec Russell Wilson, afin de se protéger pour ne pas être pris pour lui donner un gros montant d'argent. Je crois que les Giants vont faire la même chose. Donc, après 6 ans, finalement, l'expérience Daniel Jones va être terminée à New York. Le début de l'ère Drew Lock, donc, à New York, Pour le reste de la jusqu'au saison régulière, repêchage? pas pour la saison Jusqu'au prochaine. Oui, c'est repêchage? ça, exactement. Jusqu'au Juste pour le reste de la repêchage. saison. Moi, de mon côté, je m'en Alors, vais, toi, de ton côté, oui, je m'en vais au cirque à Dallas pour vous dire que les Cowboys, là, devraient faire le ménage et échanger Micah Parsons, rapidement, voire cette saison, parce qu'on le sait, les Cowboys, ça s'en va nulle part. Dak Prescott est blessé pour la saison. On a une fiche de 3-6. On blâme même le soleil en ce moment pour nos défaites ou pour nos insuccès côté de Dallas. Donc, Micah Parsons, Didier, est signé jusqu'à la fin de la saison 2025. Donc, c'est quand même intéressant. Mais après la saison 2025, il va vouloir être payé comme l'un des meilleurs joueurs défensifs du circuit. Et les Cowboys, si on décide de le payer, Didier, ben ça veut dire qu'on n'aura pas beaucoup d'argent pour signer des joueurs pour colmater d'autres brèches en défensive. Donc, on va y aller peut-être à rabais. Il va falloir aussi avoir du succès dans les repêchages, ce qu'on n'a pas nécessairement dernièrement, au cours des dernières années avec les Cowboys. Donc, si on décide d'échanger Micah Parsons en ce moment, ça vaut peut-être un, deux, trois choix de première ronde. Bref, il est de la valeur sur le marché des échanges en ce moment, Micah Parsons. On peut facilement boucher, ou avec ces deux, trois choix de première ronde, on peut facilement boucher davantage de trous en défense sur notre ligne à l'attaque, sur notre ligne défensive, même un porteur de ballon, aller chercher un porteur de ballon au repêchage. Donc, la quantité de choix que Micah Parsons peut nous amener, c'est un pensez-y bien selon moi. Donc, moi, je pense que les Cowboys devraient échanger Micah Parsons. OK, OK, t'as amené des bons arguments. On paie déjà à Dak un gros salaire, CD Lamb Exact. également. Est-ce qu'on peut se permettre, ouais, est-ce qu'on peut se permettre un autre gros salaire? Ouais, on rappelle, c'est une réaction excessive. Les Cowboys ne seront pas nécessairement une meilleure équipe sans Micah Parsons, bien qu'on pourrait chercher des choix au repêchage. Mais tu l'as entendu critiquer Mike McCarthy? Ouais, Euh, ouais, ouais. Il peut bien faire ce qu'il veut, il peut bien là, aller où ce qu'il veut. Moi, je m'en fous. ouais, ben ça, ben là, il essaie de se reprendre après, il disait que c'est pas ça qu'il voulait dire. Ben, je trouve que c'était clair, le message de Parsons. Bon, ben Ouais, écoute, on va ouais, se ouais. tourner du côté des Alouettes, hein. La saison qui s'est Oui, terminée malheureusement samedi soir. Les Alouettes qui ont perdu dans le cadre de la finale de l'Est contre les
Argonauts de Toronto. Bon, vous le savez, on enregistre ce podcast mercredi matin. La rencontre avait lieu samedi soir. Donc, c'est loin derrière nous, ça, Marc-André. Mais afin justement de parler de la fin de la saison, des Alouettes et du bilan qui a été dressé par l'équipe montréalaise, on va accueillir avec nous Éric Leblanc, journaliste au RDS.ca. Éric, bon, bien sûr, tu assistes régulièrement au match des Alouettes. Tu étais également au bilan. Alors, c'est ça, les gars. Hein, ça s'est terminé. Marc-André est un partisan des Alouettes, est un détenteur de Ouais. billets de saison pendant plusieurs années. Alors, j'imagine, comme tout le monde, tu as été déçu par la performance de voir les Alouettes être éliminés. Ouais, puis déçu, je sais pas, Eric, si on l'a vu venir, cette déception-là en finale de l'Est, parce qu'avec la fin de saison, écoute, on voyait venir le bateau, on voyait venir les difficultés des Alouettes, veux pas, non? Oui, on sentait quand même que c'était fragile en affrontant les Argonauts. C'est sûr que si le duel avait eu lieu contre le Rouge et Noir d'Ottawa, je pense que tout le monde aurait été un peu plus confiant. Mais là, clairement, là, les dernières semaines amenaient pas un grand vent de confiance du côté des Alouettes. Puis on l'a vu, malgré une panoplie d'erreurs, là, c'était triste à voir, même 5 revirements, échapper les ballons comme ça, donner des points à l'adversaire. Mais les Alouettes étaient seulement à 2 points de l'emporter. Fait qu'il y a énormément de négatifs dans cette défaite-là, mais l'ensemble est quand même très positif. Puis je pense que Didier, tu pourras en parler, là. Il n'y a pas 1 million de choses à corriger chez les Alouettes. Je crois pas, ben c'est décevant. C'est décevant qu'on ait perdu cette rencontre-là tout d'abord à domicile. L'atmosphère était incroyable dans le stade Person Molson samedi soir et les Alouettes étaient la meilleure équipe. Je pense que c'est évident avec ce que tu viens de dire, malgré les 5 revirements, le fait qu'on a accordé un retour de beauté pour en toucher, on a perdu seulement par 2 points. Alors, à chaque fois que les Alouettes se présentaient sur le terrain, ils étaient capables d'avancer le ballon. Ben, on faisait cadeau du ballon aux Argonauts de Toronto. Les joueurs l'ont dit, hein, les joueurs des Alouettes, lorsqu'on les a rencontrés lors de leur bilan, dans leur fort intérieur, ils ne croient pas que c'est la meilleure équipe là, qui représente la division Est au match de la Coupe Grey. En même temps, ils n'ont juste que eux à blâmer. Ils ne méritaient pas de gagner. Trop d'erreurs, tout simplement, du côté des Alouettes et des passes incomplètes, des passes imprécises, plutôt, j'aimerais dire, de la part de Cody Fajardo. Donc, c'est décevant. C'est décevant parce que les Alouettes avaient vraiment une chance de gagner une deuxième Coupe Grey consécutive. Euh, mais bon, il ne méritait pas de l'emporter, c'est aussi simple que ça. C'est drôle, Didier, tu parlais de Daniel Jones tantôt. J'ai trouvé un peu que Cody Fajardo ressemblait à Daniel Jones sur certaines passes. Tu as parlé de l'imprécision, notamment une passe, je me souviens, à Keon Jolengren qui était fin seul à 1 kilomètre à la ronde, puis on a raté. Est-ce que, justement, on a parlé beaucoup depuis la fin de la saison, la difficulté de l'attaque de trouver son rythme de Cody Fajardo, qui a eu un enfant, qui ne s'est pas pratiqué, qui ne s'est pas entraîné par moment. Est-ce que c'est vraiment la conséquence? Est-ce que c'est la preuve qu'il aurait peut-être dû on aurait peut-être dû insérer davantage ou faire jouer davantage Cody Fajardo en fin de saison plutôt que justement, c'est un peu ingrat de dire ça, mais lui permettre peut-être des journées de congé parce que vraiment, il y avait de la misère à trouver son rythme et à trouver la synchronisation avec ses receveurs. Ouais, ben la deuxième moitié de saison de Fajardo a vraiment été saccadée pour plusieurs raisons. Mhm. Il y a eu tout d'abord sa blessure, la blessure aux ischio-jambiers qu'il avait subie contre les Argonauts de Toronto. Et ensuite de ça, il a subi une blessure aux côtes. Ça, c'est quelque chose que personne ne savait. Il nous en a parlé pour la première fois justement lors du bilan, lorsqu'il a rencontré les médias. Il s'est fracturé 2 côtes lors de la victoire des Alouettes à Ottawa contre le Rouge et Noir. Et il dit que ça a pris un certain temps avant de guérir. Il y a eu la naissance de son fils qui a fait en sorte qu'il a raté des entraînements. Donc, il n'y a pas eu de constance du côté de Cody Fajardo en deuxième moitié de saison, tout simplement parce qu'il a été absent. Il en a raté beaucoup de matchs. Alors, je ne sais pas, toi, Eric, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Est-ce que tu penses que ça a eu un impact direct également, bon, sur sa performance contre les Argonauts de Toronto samedi dernier? Parce que Fajardo a tellement bien commencé la saison régulière lors des 5 premiers matchs, mais après ça, c'est comme si ça a été un mirage, ces 5 premières rencontres. Moi, j'ai l'impression que ça a été plutôt un retour à la normale de son côté. Ouais, je vise exactement dans la même direction que toi, Didier. Il faut pas trop se raconter d'histoire, là. Autant que j'aime le côté compétitif de Fajardo, à quel point c'est un guerrier, un combattant sur le terrain, il faut être réaliste. C'est un gars que l'année dernière, c'est seulement à la Coupe Grey qui a vraiment pris son envol, et surtout en fin de match en plus. Fait qu'il faut être honnête, là. Cody Fajardo a quand même certaines limites. Oui, c'est un corps arrière qui a aidé à relancer les Alouettes, mais il cadrait dans un système avec une défense extraordinaire.
Et malheureusement, on a encore vu qu'il a certaines limites dans son jeu. Marc-André t'a parlé de la passe qu'il a manqué à Keon Julian Grant, mais je me souviens aussi d'une passe à Charleston Rambo en deuxième essai et deux. Si la passe est un peu plus Oui. vers l'avant, c'est facilement une passe complétée, peut-être même qu'il peut filer vers un toucher ou un très long gain. Ça, c'est des erreurs qui pardonnent pas au niveau de la Ligue canadienne de football dans des matchs qui sont serrés. En plus, les entraîneurs avaient envoyé une protection maximale pour l'aider. Donc, toutes les conditions étaient réunies, mais la passe n'était pas au rendez-vous. Fait que c'est sûr que ça pose des questions. Est-ce que Davis Alexander aurait mieux fait? Moi, je suis curieux de vous entendre là-dessus. On Ouais, sautera pas beaucoup de sur le jeux ont été sujet chaud laissés tout de sur le suite. terrain. Excuse, Ouais, vas-y, ben non, mais Didier. j'allais dire plusieurs jeux ont été laissés sur le terrain par les Alouettes, en particulier Mhm. Fajardo, comme tu viens de le dire, Eric. Il était imprécis, des passes qui étaient constamment derrière les receveurs. Si les passes étaient en avant, les receveurs auraient pu gagner des verges après la réception. Tu sais, tu regardes les statistiques, plus de 300 verges par la passe durant ce match-là, ben, c'est une autre preuve que les statistiques peuvent être trompeuses. Et puis, juste pour en revenir à l'ensemble de sa carrière depuis qu'il porte l'uniforme des Alouettes, euh, bon, il les a menés à une Coupe Grey. Mais réellement, comme tu disais, la saison 2023, ça n'avait pas été une bonne saison pour lui jusqu'au match de la Coupe Grey. Il a bien commencé l'année lors des 5 premières rencontres. Donc, finalement, ça a été 5 bons matchs à part de Fajardo et 2 minutes. Les 2 minutes à la fin du match de la Coupe Grey l'année dernière. Donc, moi, c'est le manque de constance de sa part qui fait en sorte que je crois que ça peut ouvrir la porte pour Davis Alexander éventuellement. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, les gars. La position de quart, on va en parler tout de suite. La position de quart en 2025 du côté des Alouettes, c'est un sujet vraiment chaud qu'on a vu au bilan et chez les joueurs et chez les dirigeants. Euh, Éric, j'ai le goût de te demander, premièrement, qui crois-tu va être le quart partant des Alouettes, simple comme ça, lors du premier match en 2025? Bon, si je peux me permettre une petite blague, là, je vais me permettre de miser de l'argent pour faire une référence à Sean Lemon, mais j'irai sur Davis Alexander parce que, sérieusement, de ce que j'ai compris, c'est que Cody Fajardo, lundi, sortait de sa réunion avec Danny Machocha et je pense pas qu'il a aimé ce qu'il a entendu. Comment on pourrait expliquer que Fajardo lui-même ait alimenté le débat? À plusieurs reprises, il a mentionné que s'il demeure à Montréal, qu'il est le partant, il veut sentir qu'il est l'homme de confiance, que ça voudra pas dire que s'il a un mauvais match, il se fait remplacer. Et ensuite, sa plus grosse affirmation pour moi, c'est quand il a dit c'est pas toujours une bonne idée d'avoir deux très bons corps arrière dans une équipe parce que ça divise les entraîneurs, les joueurs et les partisans. Ça, moi, j'ai vu ça comme boum, une petite bombe qui venait d'être lâchée très volontairement par un corps arrière qui est quand même un vétéran. Il savait très bien où il s'en allait avec ça. J'imagine que tu as vu un peu la même chose, Didier. Ouais, j'ai eu le même sentiment parce que Fajardo, il était clair, là, tu sais, il n'est pas intéressé à devoir, premièrement, à devoir regarder par-dessus son épaule. Tu sais, si jamais il est de retour, mais que Alexander l'est également. Comme il a dit, il a vécu ça en Saskatchewan lors de sa dernière année avec les Rough Riders. Il dit c'est difficile pour un carrière de bien jouer du moment que tu es victime d'une interception, puis là, dans ta tête, tu m'as pensé, OK, est-ce que je vais être remplacé? Alors, lui, il veut être assuré qu'il va être le carrière partant numéro 1, mais je ne crois pas que ce scénario-là va se produire pour lui. Ce ne serait pas impossible que les Alouettes ramènent les deux, mais pour ça, il va falloir que Fajardo, probablement qu'il accepte une diminution de salaire, parce que Davis Alexander, lui, va vouloir être payé comme un carrière partant. Il a gagné ses 4 départs cette année. Il y a des équipes qui ont besoin de quart à travers la Ligue canadienne, donc il devrait être en demande. La bonne nouvelle pour les Alouettes et Danny Machocha, c'est que la période des joueurs autonomes, c'est seulement au mois de février. Donc, ça donne beaucoup de temps pour Machocha afin de trouver une solution, peut-être d'en venir une entente avec Alexander, peut-être de convaincre Cody Fajardo d'accepter une diminution de salaire. Mais Eric, je ne sais pas qu'est-ce que tu as pensé. Moi, il y a une réponse de Machocha qui m'est restée en tête. Lorsqu'il s'est mis à ben, il y a eu de compliments à l'endroit de Davis Alexander, avec raison. Il y a beaucoup de choses à aimer du côté d'Alexander. Mais tu sais, quand il a commencé à nous dire bon, qu'il est plus jeune que Fajardo, qu'il est moins magané, pour utiliser les mots qu'il a utilisés, on dirait que dans sa tête, parce que moi, c'est l'impression que j'avais. Peut-être que je me trompe, mais je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Eric. Moi, j'ai l'impression que Ben, son j'ai eu la idée est même pas mal faite. réflexion. Du moins, il penche clairement en faveur d'Alexander. Ouais, puis il y a une chose aussi, c'est que Danny Maciocia, dans ses déclarations médiatiques, en général, il a été très honnête avec nous. C'est pas son style là d'aller déballer son sac puis de faire le contraire le lendemain. Fait que je crois vraiment qu'il penche vers Davis Alexander. Moi, ce qui m'intrigue, c'est surtout l'opinion de Jason Moss.
J'ai attendu Ouais. après le point de presse, après la conférence, je suis allé le voir un petit peu de côté, on était quelques journalistes, et je lui ai demandé, aujourd'hui, Jason, si tu as un choix à faire pour ton partant en 2025, as-tu le même choix que Maciocia? Et là, il y a eu une hésitation, il y a eu une réflexion, il m'a demandé de répéter la question, probablement un peu pour Mhm. trouver les mots qu'il allait utiliser. Et il a dit, si j'avais un fusil sur la tempe aujourd'hui, je ne sais pas lequel je choisirais, parce que je vois du positif dans les deux. Évidemment, il veut pas se mettre de côté avec Fajardo. Ils ont quand même une relation le bâtie depuis les dernières années. Mais on sentait qu'il adore aussi tout le côté explosif, talentueux, le potentiel aussi qui reste à développer chez Davis Alexander. Parce que Danny l'a dit, si ça se passe bien avec lui, sa carrière peut durer encore 10, peut-être même 12 autres années. Pour une équipe professionnelle, ça a une valeur extraordinaire. Est-ce Ouais, que écoute, les Didier passes Davis Alex... imprécises, c'est sûr que. Ouais, non, non, mais Ah, excuse-moi, vas-y, dis. Marc-André, j'allais juste dire, les passes imprécises dont on parlait tout à l'heure, là, le manque de constance de Fajardo avec ses passes depuis qu'il porte l'uniforme des Alouettes. Jason Maas doit le voir, ça aussi, là. Tu sais, il y a un manque de constance dans ses performances, puis là, il va avoir 33 ans. C'est pas à ce stade de sa carrière que ça va s'améliorer. Il est qui il est. C'est un bon carrière, c'est un joueur qui est tough. On le voit, il joue malgré les blessures. Comme je viens de dire, on ne savait même pas qu'il avait subi une blessure aux côtes. Puis il a continué de jouer. Il a beaucoup aimé du côté de Cody Fajardo son leadership. Mais au bout du compte, tu dois compléter les passes. Surtout là, lorsque les entraîneurs travaillent fort afin de concocter le plan de match. Puis clairement, les jeux sélectionnés par Jason Maas contre les Argos fonctionnaient. Mais si les passes n'étaient pas interceptées, très souvent, elles manquaient de précision. Donc, tu vois, il doit y avoir un niveau de frustration du côté de Jason Maas. Alors qu'Alexander, c'est un bon échantillon qu'on a eu, mais on ne sait pas comment il va performer pendant 18 matchs non plus. Quand les choses vont mal aller pour lui, comment il va répondre à ça face à l'adversité. Donc, il y a certaines choses qui demeurent sans réponse du côté de Davis Alexander. Je pense que tout le monde, on voit son talent de passeur, mais il y a d'autres facteurs à prendre en ligne de compte. Excuse-moi, Marc-André, mais qu'est-ce que tu allais dire? Non, mais je disais justement, est-ce que Davis Alexander est vraiment un meilleur corps que Cody Fajardo? Alexander a complété 69% de ses passes seulement cette saison. Pour Fajardo, ça a été 73%. Je sais que personne, tu sais, on ne pourra pas garder les deux. Danny Machota a été très clair là-dessus. Il a donné l'exemple des Lions qui ne pourront pas garder Rourke et Vernon Adams. Mais est-ce que ça va faire une. Est-ce que Alexander est une amélioration sur Cody Fajardo pour les Alouettes? C'est ça que je me pose comme question. Hmm. Moi, je serais prêt Moi, à dire que oui, parce que si on y va dans les statistiques, là, c'est bien que tu en apportes sur le pourcentage de passes complétées, mais Fajardo, c'était très souvent les courtes passes pour faciliter un peu sa vie. Alors que Davis Alexander, clairement, il est capable d'aller chercher les longs gains avec beaucoup plus de force dans son bras. Puis un autre aspect que je trouve important, c'est qu'on se demande comment il va réagir dans l'adversité. Cette saison, Davis a quand même perdu son père, là. Il est revenu au jeu avec les Alouettes après tout ça. Il a démontré à son équipe à quel point il est capable d'être fort dans l'adversité. Pour moi, c'est un signe qui est extrêmement rassurant pour une organisation. ouais, Je me ça, c'est un demande à bon quel point point que tu amènes, Eric. Mais il y a une chose qui est importante, c'est qu'on a besoin de deux carrières. Quand on regarde là, les équipes de la Ligue canadienne, à toutes les saisons, il n'y a pas une équipe là, qui joue avec le même carrière pendant les 18 matchs. C'est 18 rencontres, c'est un calendrier très rigoureux. Il y a plusieurs semaines courtes. Donc, il y a tout le temps des blessures à la position de carrière. Donc, si on pouvait miser sur les deux, ça ne serait pas une mauvaise chose. Mais par contre, si on mise sur les deux, comme j'avais dit tout à l'heure, du moment où Fajardo va mal jouer, les partisans vont demander à ce que Alexander obtienne du temps de jeu. Donc, je ne suis pas certain que ça serait viable nécessairement de miser sur les deux carrières, de les avoir les deux de retour, malgré que ça pourrait être la situation idéale, mais je ne crois pas que ça va être viable. je vous entends parler, puis vous êtes les deux convaincus que Davis Alexander est un quart numéro un dans la Ligue. Je me demande quel genre de salaire qu'il pourrait commander, qu'il pourrait aller chercher sur le marché des joueurs autonomes avec justement juste un échantillon de 5 matchs en tant que partant. Est-ce qu'il peut vraiment aller chercher un gros salaire ailleurs dans la Ligue canadienne, vraiment? Mais Ben ça, oui, moi, tu je crois que vois, oui, parce je que pense encore là, le- vas-y. ouais, si tu regardes à Ottawa, Drew Brown,
Il a fait sauter la banque, entre guillemets, durant la saison morte lorsqu'il est Mm. parti de Winnipeg à Ottawa. Puis je suis même pas certain si Drew Bond avait été partant pendant 4 matchs. Donc, puis Alexander, il en est quand même à il vient de terminer sa troisième année dans la Ligue canadienne. Donc, c'est quand même un jeune vétéran. Mais je pense qu'il a un plus gros échantillon que certaines carrières qu'on a vues là, au cours des dernières années, qui ont eu des bons salaires. Je me souviens de Nick Arbuckle, justement, Mhm. il était à Calgary, il était réserviste à Bolivar Mitchell, il avait connu quelques bons départs, vous avez convaincu, j'ai oublié quelle équipe qu'il avait mis sous contrat durant la saison morte. Donc, les équipes de la Canadienne sont désespérées pour trouver des carrières. Donc, oui, je pense qu'il pourrait avoir un bon salaire si il devient un joueur autonome. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que les Alouettes arrivent à un moment qui peut devenir avantageux pour eux, dans le sens qu'étant donné qu'il n'a pas joué pendant une saison complète ou même une demi-saison, ils peuvent lui dire, regarde, on va te donner un salaire de partant, pas parmi les plus hauts de la Ligue, on veut te mettre sous contrat pour plusieurs années. Ça donne une certaine latitude aux Alouettes pour pas s'engager avec un immense contrat dès la première entente là, que Alexander pourrait paraffer comme partant. Un genre de pont, finalement. Un peu comme on voit au hockey. Mhm. Tout à Oui, fait. d'une certaine façon. Messieurs, un autre point qui est ressorti de la conférence de presse hier, c'est qu'on a vraiment parlé beaucoup de la blessure à Tyson Philpott et de l'absence de Sean Lemon. À quel point ces deux blessures-là ont fait mal aux Alouettes, à quel point ça a eu une incidence sur la saison des Alouettes. Ouais, ben des blessés, Ça, toutes les c'est équipes en ont, hein, immense. mais clairement, l'attaque des Alouettes n'avait pas été la même une fois que Philpott est tombé au combat. Ça, écoute, il connaissait tellement de bonnes saisons. C'est un receveur de passe qui est tellement explosif. Malgré tout, les Alouettes auraient dû battre les Argonauts de Toronto. Mais la suspension à Sean Lemon, je sais pas, Eric, mais quand les joueurs nous en ont parlé, je sais pas si ça a ressenti ça, mais ça a vraiment dérangé l'équipe, ça. C'est quelque chose bon, qui n'a pas passé sous le radar, mais l'impact que ça a eu sur les Alouettes, sur le terrain, comme Cody Fajardo l'a dit, Sean Lemon, c'est un joueur qui a réussi plus de 100 sacs du quart en carrière dans la Ligue canadienne de football. C'est certain qu'il aurait pu avoir un impact contre les Argonauts de Toronto, mais de le perdre comme ça pour le restant de la saison, puis de la façon que ça a été fait par la Ligue canadienne de façon tout croche, là, carrément. Mm. Je pense que ça a vraiment affecté les Alouettes parce que, en plus de la production de Lemon sur le terrain, c'est un vétéran, puis il était très apprécié dans le vestiaire. Ouais, c'est sûr qu'il y a personne dans l'organisation qui a accepté de la façon que la Ligue canadienne a géré ça. Puis c'est que Sean Lemon, c'était tellement une valeur sûre sur le terrain. Oui, il contribuait pas là, sur chaque jeu avec une pression ou avec un sac, mais on savait que pratiquement chaque match, ça allait survenir, un jeu d'éclat. Et là, de perdre ça dans des matchs qui sont serrés dans la Ligue canadienne, ça se décide toujours par quelques points à la fin. C'est évident qu'il aurait eu une influence énorme pour les Alouettes. Il aurait aidé aussi Lowell Uguak, qui, il faut le dire, là, il n'a pas eu l'influence qu'on s'attendait cette année. Isaac Adeyemi Berglund a eu une très bonne saison, mais si on lui ajoute un vétéran qui l'aide encore plus, qu'est-ce qu'il aurait pu réussir? Dylan Wynn a fait son possible au milieu de la ligne défensive, mais encore là, si tu y ajoutes un joueur encore plus fort, ça change complètement la dynamique. Moi, j'ai hâte d'en savoir plus sur les explications de la Ligue canadienne. Là. Il va y avoir le changement de commissaire. Un jour, il va falloir qu'on nous explique On n'en clairement aura qu'est-ce qui jamais, est Eric. arrivé. On n'en aura jamais. On n'en aura jamais. C'est la Ligue canadienne. Ça peut balayer les choses sous le tapis, elle va le faire, puis c'est exactement ça qui est arrivé dans le dossier de Mm. Lemon. Et pour Philpott, on s'est rendu compte vraiment que c'était une partie intégrante du jeu aérien et de l'attaque des Alouettes. Ben Oui, oui, c'est un gars définitivement. qui va Écoute, ça chercher me sont manqué. Ouais. tellement de verges. Là. Chaque fois qu'il a le ballon, il est capable de rajouter un 15, 20, 30 verges. Les équipes ont de la misère à l'arrêter. Il amène de l'énergie à toute son équipe. C'est un gars en plus qui est tellement agréable, souriant, positif. C'est immense son impact dans ce club-là. Ça m'amène à vous parler des priorités maintenant dans l'entre-saison pour Danny Machocha. C'est quoi la première priorité, justement, des Alouettes à des postes à combler ou des postes à renforcer durant l'entre-saison? Ben, la position, le dossier de carrière, on vient d'en parler là, pendant une dizaine de Ouais. minutes. C'est Tout. certain que ça doit être la priorité. Moi, je dirais la deuxième chose, faut trouver des chasseurs de corps. T'sais, Eric vient d'en parler. Bon, l'absence de Lemon.
Puis combien de fois c'est arrivé que les joueurs de la Ligue défensive n'étaient pas en mesure de gagner leur bataille à 1 contre 1, ce qui faisait en sorte qu'on devait utiliser des blitz pour presser les carrières adverses. Donc, il faudrait trouver des chasseurs de quart, un ou deux autres chasseurs de quart, afin de donner un coup de main à Demi Berglund et compagnie, le reste du front de la défense. Pour moi, ce serait une priorité. J'allais dire la ligne à attaque, mais comme Danny Machocha nous l'a rappelé, tous les joueurs de ligne à l'attaque, de la ligne à attaque, sont sous contrat pour la saison 2025. Mais je pense qu'il y aurait place à amélioration au sein de cette unité. Oui, 100%. Là. Ajouter un petit peu de compétition sur la ligne offensive, c'est nécessaire. Moi, j'ai adoré la contribution d'un remplaçant, Donald Ventrelli, quand il y a eu à remplacer comme garde et comme bloqueur à droite. Il a fait de l'excellent boulot. Ensuite, ben, il y a le dossier des porteurs de ballon, parce que Walter Fletcher et Sean Thomas Hurlington deviennent joueurs autonomes. On semble vouloir miser sur la continuité. Est-ce que c'est la bonne décision? Je pense que oui, mais il faudrait être convaincu que Walter Fletcher va quand même continuer d'élever son jeu au moins d'un autre niveau. Puis ensuite, ce que Danny Machocha a mentionné, c'est rajeunir les unités spéciales. J'ai trouvé ça intéressant parce que vers la fin de la saison, tous les piliers, tous les vétérans des unités spéciales étaient de retour. Et Machocha a quand même voulu comme placer cet élément-là dans son bilan. C'est lui qui a insisté pour le dire. C'est un message qui était envoyé qu'il y a moyen de faire encore un petit peu mieux et d'ajouter du 109. Des joueurs là, qui sont ultra rapides, qui peuvent avoir un impact de façon un petit peu plus régulière que certains vétérans qui, eux, vont comme un petit peu protéger les choses. Ouais, chose certaine, c'est que Danny Machocha, on a quand même, c'est ça, on a signé notre base à long terme. C'est quand même drôle de voir des contrats de 2, 3 ans. Je pense à Austin Mack. On a signé notre groupe de receveurs, on a signé nos joueurs importants, puis je pense qu'il va falloir vraiment tricoter autour de ça. J'ai bien hâte de voir la suite des choses, mais les Alouettes, vous avez parlé, Didier, de continuité. Je pense que c'est vraiment le mot d'ordre en ce moment de l'état-major. On est pas loin. On était quand même encore à un match seulement de la Coupe Grey. On a terminé au premier rang de la division Ouest. J'ai entendu dire Machocha, justement, hier, qui disait qu'il n'est pas satisfait parce qu'il n'a pas gagné la Coupe Grey. Il n'est jamais satisfait lorsqu'il ne gagne pas la Coupe Grey. Mais je pense que les Alouettes, on a une bonne base vraiment pour plusieurs années. Je pense que vraiment, Didier, c'est ça. C'est la continuité. C'est vraiment juste à aller chercher quelques éléments qui pourraient renforcer l'équipe à quelques positions. On a tout de même gagné 12 matchs. On a terminé au premier rang de la division pour la Mm. première fois depuis une douzaine d'années. C'est la première fois depuis 2012. Donc, il y a eu beaucoup de positifs. C'est sûr qu'il y a un goût amer à la suite de l'élimination aux mains des Argonauts, puis de la façon dont les Alouettes ont perdu. Mais quand même, là, il y a eu beaucoup de positifs du côté des Alouettes. On a présenté 5 rencontres à guichet fermé. Ça faisait longtemps, ça aussi, que c'était pas arrivé. Donc, l'organisation semble être dans la bonne direction. Alors, c'est une question de continuer, mais d'une année à une autre aussi, hein, il peut y avoir des surprises dans le sport professionnel. Ça, je pense que Danny Bachocha en est conscient, mais on a un bon noyau de joueurs. Donc, c'est une question d'ajouter à ce qu'on a déjà du côté de la formation montréalaise. Puis c'est peut-être juste le Oui, retour du moi, balancier, finalement. Vas-y, Eric. mm. Ah, j'allais juste ajouter que j'adore le leadership dans cette équipe-là. Jason Moss est en nomination pour le titre d'entraîneur de l'année. Il a des très bonnes chances de remporter cet honneur. Il y a beaucoup de piliers dans l'organisation qui exercent vraiment une très belle influence dans le vestiaire. C'est carrément la continuité, c'est le mot qu'il faut retenir. Conclusion, c'est peut-être juste le retour du balancier. Je m'en allais le dire, en 2023, les Alouettes avaient obtenu, Mm. les Argonauts avaient commis 9 revirements, 4 interceptions, un échappé et 4 revirements sur essai. Peut-être juste le karma, comme on dit, qui est revenu d'en face des Alouettes en fin de semaine dernière. Oui, c'est possible, oui. Merci beaucoup. Je pensais, Eric, allait Oui, dire quelque chose, mais oui. oui, c'est fort Merci possible. beaucoup. Et là, J'aimais la on va travailler sur les conclusion, c'était transitions. parfait comme Oh, ça. on va travailler sur Ouais. nos transitions, Didier. Merci, Eric. Merci les gars. Salut. Allez, passe une bonne journée, Eric. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bye bye. Salut. Aïe, aïe, Puis il y aïe. a le match de la Coupe Grey, bien sûr, qui sera présenté sur les ondes de RDS dimanche. Alors, beaucoup moins d'engouement pour un affrontoir qui va mettre aux prises de Toronto à Winnipeg, mais c'est une cinquième participation au match de la Coupe Grey consécutif
pour les Blue Bombers de Winnipeg. Alors, toutefois, ils ont juste entre guillemets, juste deux titres de la Coupe Grey. Alors, les Bombers vont tenter de gagner un troisième titre de champion de la Ligue canadienne. Oui, une troisième Coupe Grey lors des 5 dernières saisons. Alors, du côté du football universitaire canadien, ben, on se dirige également vers la grande finale, la finale de la Coupe Vanier. La question est de savoir est-ce que le Rouge et Or de l'Université Laval va y participer. Laval est allé d'une belle victoire le week-end dernier contre les Carabins de l'Université de Montréal. Alors, sans plus tarder, on va accueillir le coordinateur de la défense des GGs de l'Université d'Ottawa, Jean-Vincent Poussy-Audette, afin justement de faire un petit retour en arrière, de discuter justement de la victoire du Rouge et Or et de la Coupe Mitchell qui s'en vient. Laval qui va affronter l'Université de Regina. Alors, Jean-Vincent, ben, qu'est-ce que tu as pensé justement de cette performance à la Coupe d'Huddersmore du Rouge et Noir? On avait mis la table pour cette rencontre la semaine dernière. On avait prévu un match serré. Ça a été le cas, mais finalement, c'est le Rouge et Or devant ses partisans qui a été en mesure de l'emporter. Oui, Didier, quel match incroyable. C'est du beau football. J'ai vraiment, quand j'ai regardé, évidemment, j'avais mes deux écrans. Je regardais la finale en Ontario. Je regardais la finale Québec. Des grosses performances des deux côtés du ballon. Évidemment, on avait parlé d'Olivier Coul qui allait faire la différence, qui a fait la différence. Moi, ce que j'ai retenu de ce match-là, c'est comment que Arnaud Desjardins a vraiment là, bien fait. Pas qu'il m'a surpris, c'est un bon carrière, mais il a vraiment là, pris en charge, puis il a fait les jeux qu'il avait à faire pour gagner. Dans le fond, il a gagné son duel contre le Sénégal. C'était un duel de carrière. Il y avait deux bonnes défensives, deux bonnes offensives. Euh, Puis il a gagné son duel de carrière. Oui, puis bon, on avait beaucoup parlé avant la rencontre, bien sûr, de Jonathan Sénécal. La saison dernière, il avait mené les Carabins à la conquête de la Coupe Vanier, mais effectivement, ça a été toute une performance de la part d'Arnaud Desjardins. Puis la foule, là, tu sais, on voit les images. Encore une fois, c'était plein. Il y avait une belle foule à Québec pour cette rencontre. Est-ce que tu penses que ça a eu un impact également là, dans la rencontre? C'est sûr que Laval sont toujours difficiles à battre à la maison. Même chose quand c'est à Montréal. Fait que pas que c'est des équipes, c'est des homers, mais c'est des équipes que c'est difficile de les battre à la maison. Fait que le fait d'avoir joué à la maison, ça a sûrement joué un petit impact pour Laval. Ça peut leur donner une chance. Euh, Surtout quand deux bonnes équipes est serrées, chaque détail compte. La foule, l'énergie, les joueurs peuvent se nourrir de la foule. Je pense qu'il y a eu 10 000 personnes qui sont comme ça. Fait que c'est sûr que ça a une incidence, mais à la fin de la journée, c'est les joueurs qui font la différence. Puis euh, je regarde la performance. Il y a eu des bonnes performances des deux côtés, mais Laval ont joué, vraiment un match solide. Les Carabins ont essayé de revenir à la fin, mais trop peu, trop tard. Je pense que Olivier Cool, ils ont bien distribué le ballon, ils ont bien fait ça. Alors, félicitations au Rouge et Or de l'Université Laval, qui maintenant va affronter l'Université de Regina dans le cadre de la Coupe Mitchell. Alors là, on n'est plus qu'à une victoire de participer à la Coupe Vanier. Je sais que, bon, tu as épié, tu as regardé l'Université de Regina. Quel genre de formation que c'est? J'écoutais les propos de Glenn Constantin, l'entraîneur-chef du Rouge et Or. Il disait que c'est une équipe qui mise sur une très bonne unité défensive. Alors, quel genre de défi là, Regina va offrir au Rouge et Or? Oui, Regina, c'est un peu c'est comme quand on parle d'équipe Cendrillon. C'était pas l'équipe que tout le monde s'attendait, évidemment, à la finale. Tout le monde s'attendait à que ce soit Manitoba qui gagne, qui a une bonne saison 7-1 dans l'Ouest canadien. Alberta, tu sais, Regina, excusez, ils ont fini 3-5. Ils ont commencé la saison avec une victoire. Ils ont eu 5 défaites consécutives pendant la saison. Se sont glissés dans les séries sur leur dernier jeu, dernier match de la saison pour entrer dans les séries. Puis ils ont créé un gros, gros upset il y a 2 semaines. La semaine passée, ils ont gagné contre Saskatchewan, mais il y a 2 semaines, ils ont un gros upset contre les Bisons qui étaient 7-1. Ils ont gagné 28-25. Puis ce que je retiens là, pour répondre à ta question, c'est que une équipe bien balancée. C'est pas une équipe là, qui va te dire wow, qui va te surprendre, mais c'est une bonne équipe de football, balancée. Ce que tu faut que tu saches, faire de l'analyse de leur équipe.
regardes les vidéos, leur O-line est vraiment, le front offensif, leur O-line sont vraiment monstrueux. T'as 76, Ethan Graham est 6'7, ça va être sa troisième année. T'as Parker Hodel, 6'5. T'as Connor Clausen, numéro 68, qui est 6'5. Le plus petit, c'est Colin Wagner à 6'2. Fait qu'ils ont vraiment un bon front offensif, une bonne O-line. Derrière, ils ont deux porteurs qui sont quand même bons. Chris Katengi, numéro 38. Il me fait penser, quand je le regarde courir un peu, à William Stanback. Puis ils ont un backup running back 35, que lui, c'est un peu le Lightning and Thunder. Fait que c'est un peu qui va attraper les balles. Il va un scat back, va, qui va prendre la relève quand Chris s'est blessé la semaine passée. Euh, Au niveau carrière, Noah Pelletier, il n'est pas le carrière que tu peux dire wow, mais il a fait la job la semaine passée. Il a fait une longue série, dernière série du match pour gagner le match, pour revenir dans le match. Une longue drive offensive de 11 jeux, 108 verges. Il a fait les jeux clutch, à un moment donné, c'est troisième et 12. Euh, il a lancé une passe under pressure, under the gun, puis ça a marché. Fait que, faut donner le crédit. Je pense que c'est une équipe Cendrillon, ils ont le momentum. Euh, c'est sûr que leur identité, c'est de courir le ballon. C'est pas l'attaque la plus explosive, mais je m'attends à que ce soit. Ils courent le ballon, ils vont distribuer, mais ça va être, ça va être un bon challenge pour eux autres contre Laval. Ouais, donc si je comprends bien, tu crois que le Rouge et Or devrait être en mesure de l'emporter, là. Laval qui va être favori pour cette rencontre-là. Alors, est-ce que tu penses que Laval, justement, pourra gagner et accéder à la Coupe Vanier? Je pense que oui. Si je regarde les forces en présence, oui, tu as parlé des Glen, de leur défensive. Je pense qu'ils ont une bonne défensive. Ils ont créé beaucoup de revirements là, ils ont un trio de linebackers qui est incroyable avec Cameron Naw, Philippe Wagner, puis Colin Keckler. Ils ont des bons backers, ils ont des bons DB, mais je crois pas que l'offensive à Juice va faire ces erreurs-là. Arnaud, il a lancé seulement une interception cette année. Il est le meilleur QB au pays avec un pourcentage de complétion de 75%. Euh, Laval prend soin du ballon. Donc, ça va un peu amoindrir le fait qu'il y ait beaucoup de revirements défensifs parce que leur offensive n'est pas très. Une bonne offensive, mais elle n'est pas aussi euh, que d'autres offensives au pays pour Regina si on regarde les statistiques puis on regarde le tape. Mais c'est ça, vu que Laval, règle générale, prend soin du ballon. Arnaud, il était précis. Il a lancé 17 passes de toucher selon une interception. Il a un taux d'efficacité incroyable, un des meilleurs au pays. Fait que ça va comme un peu amoindrir l'effet que leur défensive crée des revirements pour Gina. Fait que je donne un avantage à Laval. Ils ont le momentum. Ils ont gagné un gros match contre les Carabins. Ça, faut pas sous-estimer. Ça donne une grosse confiance parce que les Carabins, c'est les champions à titre. Euh, Ouais. c'est une très, très grosse équipe de football. Fait que je pense que Laval a le momentum, même s'il faut qu'ils fly à Regina et qu'il faut qu'ils gagnent ça là-bas. Je pense qu'ils ont les outils, ils ont les joueurs, ils ont le coaching staff pour dans le fond, moi, je pense que c'est les favoris pour réaliser l'exploit et de gagner ce match-là. On verra si ce sera le cas. Ça va être un autre gros week-end de football avec la Coupe Mitchell, bien sûr la Coupe Grey également, puis toutes les rencontres qui seront présentées à travers la NFL lors de la journée de dimanche. Écoute, Jean-Vincent, je te remercie énormément encore une fois d'avoir accepté notre invitation afin d'analyser la rencontre de la Coupe Mitchell entre Laval et Regina. Alors, on a bien hâte de voir cette rencontre au cours du week-end. Écoute, je te souhaite de passer une bonne fin de journée et on se reparle une prochaine fois. Merci Didier, toi aussi. Salut. C'était Jean-Vincent Poussé-Audette, coordinateur en défense du côté des GGs de l'Université d'Ottawa. Ben, écoutez, on va accueillir à nouveau Marc-André afin de parler de la 11e semaine d'activité du côté de la NFL. Ça va commencer jeudi soir avec un bon match. Les Commanders de Oh, ok, Washington oui. qui vont croiser le fer avec leurs rivaux de section. Les Eagles de Philadelphie, ton club, Marc-André. Les Eagles Ok, pour qui oui. ça va bien récemment. Ah, ben ouais, regarde-moi ça, tu souris à pleines dents, t'es heureux. En Comparativement tant en que, début de saison, quand ça allait mal. en tant que jeune papa qui se couche à 9h30, à 21h30 le soir, je vais essayer de regarder ce match-là au complet jeudi soir. En tout cas, je suis excité. Qui l'eût cru que les Commanders, Didier, avec leur fiche de 7
3. C'est assez incroyable. Ils vont rendre visite aux Eagles à 7-2. J'ai une stat pour toi pour ce match-là, Didier. Les Commanders ont une fiche cette année de 7-1 face à des équipes qui jouent pour des fiches supérieures à 500. Et contre des équipes avec des fiches perdantes, ils ont une fiche de 0-2. Donc, ça dit tout. Les Commanders, est-ce que c'est un déguisement en ce moment? On va le savoir parce que les Eagles, vraiment, ça va demeurer leur plus gros. Ben, il y a eu les Steelers la semaine dernière, mais c'est probablement l'un de leurs meilleurs tests cette saison pour les Commanders. J'ai bien hâte de voir ce match. Ouais, là, ça va être sur la route à Philadelphie. La semaine dernière, bon, les Commanders se sont inclinés chez eux à domicile contre les Steelers de Pittsburgh. Mais là, écoute, les Commanders, avant la rencontre contre les Steelers, avaient une fiche de 7-2. Là, on va jouer un deuxième match en 5 rencontres. Donc, on pourrait passer de 7-2 à 7-4 en l'espace de 5 jours. Alors, moi, j'ai bien hâte de voir ça avec la courte semaine d'aller à Philadelphie parce que les Eagles, eux, ils ont facilement vaincu les Cowboys dimanche. Et puis, ça fait en sorte que du côté de Philadelphie, on a pu reposer nos joueurs à la fin de la rencontre. C'est comme ça, on se préparait déjà pour le match jeudi soir contre les Commanders de Washington. Alors moi, j'ai hâte de voir ça. S'il va rester de l'énergie aux Commanders avec la courte semaine et surtout que contre les Steelers, ben, ça a été un match robuste. Hein. La rencontre a été serrée. C'était très intense. Alors, est-ce qu'on va avoir assez de temps afin de se remettre de cette rencontre-là contre les Steelers de Pittsburgh? Je ne suis pas certain du côté des Commanders. On était vulnérable par la passe en début de saison du côté des Commanders. Là, on est rendu vulnérable par la course. On a accordé en moyenne 142 verges au sol par match depuis le début de la saison. Du côté des Eagles, ça tombe bien, ça va être la clé. Hein? Saquon Barkley, il s'est reposé en fin de match, tu l'as dit, contre les Cowboys la semaine Ouais. dernière. Il y a une moyenne de 110 verges par match depuis le début de la saison. C'est le deuxième plus haut total pour un porteur dans la NFL. Donc, moi, je pense que ça va se passer au sol. Ça sera un grand match pour Saquon Barkley. Puis, écoute, je veux pas être chauvin, j'essaie d'être objectif là-dedans, mais les Eagles, Didier, c'est la seule formation de la NFL qui est dans le top 10 pour les points marqués en attaque, les verges en attaque, les points alloués en défense en termes de plus bas total et les verges allouées en défense sont dans le top 10 dans ces 4 catégories-là. C'est pourquoi que je choisis les Eagles pour l'emporter. Moi aussi, je choisis Philadelphie afin de l'emporter. Pour les raisons que j'ai mentionnées, tu sais, la semaine courte, le match va avoir lieu à Philadelphie. Les Eagles sont plus reposés, entre guillemets, parce que, bon, jouer contre les Cowboys, c'est un peu comme des vacances, là, ces temps-ci. On peut reposer nos joueurs au quatrième quart. Alors, ouais, moi, je choisis également Philadelphie afin de l'emporter contre les Commanders. Les Ravens de Baltimore à 7-3 vont affronter les Steelers à Pittsburgh à 7-2. On a vraiment des bons affrontements cette semaine. Veux-tu, Didier, que c'est le premier Ouais. match des Steelers cette saison face à des rivaux de leur propre division? Donc, on est rendu à la semaine 11 et ils n'avaient pas affronté des équipes de leur division en ce moment jusqu'à maintenant. C'est quand même assez étonnant. Oui, c'est particulier. Ben oui, effectivement, rendu à la semaine 11. Non, non, je l'avais remarqué ça la semaine dernière lorsque je m'étais préparé. Alors, pour les Steelers, ben, c'est une belle opportunité, là, justement. Là. On n'a pas joué de match à l'intérieur de la section. Là, on va affronter les Ravens. Puis ça, on va renouer notre rivalité là, entre Baltimore et Pittsburgh. Cette semaine, Mike Tomlin, il y a des gens qui lui ont demandé là, de comparer Jaden Daniels à Lamar Jackson. Il a dit, hey, un instant, faites attention là, avant de comparer Daniels, un joueur qui a déjà gagné 2 fois le titre de joueur par excellence de la NFL. Il a dit, c'est Monsieur Jackson pour vous, OK? Donc ça démontre le respect que Tomlin a pour la carrière étoile des Ravens de Baltimore. Ma question, Marc-André, puis je sais pas ce que tu en penses, toi, mais moi, je me demande, est-ce que Pittsburgh pourra marquer assez de points pour justement pour vaincre les Ravens de Baltimore? Les Steelers ont une bonne défense, mais l'attaque des Ravens, on ne peut pas l'arrêter complètement, on peut juste la ralentir. Alors, est-ce que du côté de Pittsburgh, on pourra marquer assez de points? Russell Wilson joue bien, il est en train de relancer sa carrière. Mike Williams a inscrit un touché à son premier match dans l'uniforme des Steelers de Pittsburgh. En tout cas, les Steelers m'ont impressionné parce qu'ils ont été en mesure d'échanger coup pour coup avec les Commanders. Je ne pensais pas qu'on allait avoir nécessairement assez de jus en attaque. On a gagné d'une façon différente comparativement à ce que je m'attendais. Mais là, marquer suffisamment de points contre Baltimore, je ne suis pas certain. Moi, je choisis les Ravens pour l'emporter personnellement. C'est une bonne question, mais ce que j'ai appris dans la vie, c'est ne jamais douter de Mike Tomlin. Je pense que Mm. la clé du succès pour l'emporter, si les Steelers veulent marquer des points, ça va passer par le jeu aérien.
parce qu'on le sait, la défense des Ravens est vraiment vulnérable contre la passe. Donc, ça va passer par Russell Wilson. Il devra connaître un grand match. George Pickens, je trouve, je l'avais recommandé de l'asseoir sur votre banc fantasy la semaine dernière. Ça n'a pas, pas vraiment une bonne idée. Et quel catch, Même hein, pour la sur suite des... touché, là. Le C'était catch qu'il a réussi c'était sur touché. incroyable. C'était incroyable, incroyable. Ça va passer par Pickens, ça va passer par Mike Williams. Tu as parlé de respect envers M. Jackson de la part de Mike Tomlin, mais savais-tu que Lamar Jackson a quand même 2 victoires et 4 revers contre Pittsburgh en 6 matchs dans sa carrière. Il a lancé 7 interceptions. Donc, Mike Tomlin, oui, le respect, mais on connaît quand même une recette pour contrer Lamar Jackson. Les Steelers ont alloué moins de 20 points fantasy aux Ravens, moins de 20 points tout court, pas fantasy, aux Ravens leurs 7 derniers duels. Donc, moi, je m'attends à un match assez... Mais moi aussi, je me questionne. Je pense que les Ravens vont l'emporter malgré toutes les statistiques qui sont en défaveur des Ravens parce que je pense on est une meilleure équipe. Je pense que l'attaque, moi aussi, ça va se passer que... Faut que Russell Wilson connaisse un grand match. Je me questionne sur ses capacités à le faire à ce stade-ci de sa carrière. Donc, moi aussi, je prends les Ravens. Ouais, puis en plus, là, ben, comme tu viens de dire, la fiche de Lamar contre les Steelers, ben, toutes les fois que les Steelers ont affronté Lamar, il n'y avait pas Derrick Henry dans le champ arrière. Alors, avec la Non, c'est présence de ça. Derrick Henry, je pense que ça fait pencher la balance du côté des Ravens Ouais. de Baltimore. J'ai bien hâte de voir ce match-là, ça va être intéressant. Les Packers de Green Bay à 6-3 vont se rendre à Chicago contre leurs rivaux de division, les Bears à 4-5. Les Bears cette semaine, ben, on n'a pas inscrit de toucher les Bears à nos 23 dernières possessions offensives. C'est tout simplement exécrable. Ça l'a mené au congédiement de Shane Waldron, le coordonnateur à l'attaque plutôt cette semaine. Oui, puis c'est le premier domino, là. Congédiement Mhm, de Waldron, mais Matt Eberflus, ben, il essaie d'acheter du temps. Là. Puis on en avait parlé la semaine dernière, hein, souviens-toi. On disait on ne peut pas perdre ce match à domicile du côté des Bears contre les Patriots de Nouvelle-Angleterre. Non seulement on a perdu, on n'a même pas marqué de toucher. On a inscrit seulement 3 points. C'est pas comme ça, la défense des Patriots était bonne. Caleb Williams a été victime de 9 sacs. Imagine-toi, 9 sacs. Hey, il avait juste 74 verges par la passe au début mhm, du quatrième quart. Et puis, cette ligne à l'attaque-là, je suis obligé de me donner une tape dans le dos parce que dès le repêchage, j'en avais parlé. Souviens-toi, j'avais dit l'équipe des Bears, mhm, elle n'est pas construite pour jouer à Chicago. Tu es à côté du lac Michigan. C'est venteux. À un certain moment, Marc-André, durant le match contre les Patriots, on nous montrait ça à l'écran. C'est pas juste les fanions là, en haut des poteaux au début là, qui bougeaient en raison du vent. C'est les poteaux au début au complet. Tu les voyais bouger à quel point c'est venteux. Donc, tu ne peux pas utiliser une mhm, formation avec 3 receveurs de passe et essayer de passer le ballon constamment du côté des Bears de Chicago. La ligne d'attaque est mauvaise. Elle ne crée pas de brèche pour le jeu au sol. DeAndre Swift, réellement, ce porteur de ballon numéro 2, c'est un bon joueur de football, mais tu ne peux pas te miser sur lui pour transporter ton attaque terrestre. Puis ça va juste aller de balle en pied pour les Bears, pour Caleb Williams, pour Matt Eberflus. Caleb Williams a complété seulement 26 passes de plus de 20 verges depuis le début de la saison, Marc-André. C'est vraiment pas beaucoup. Donc, on assiste à un désastre qui était prévisible. On en avait parlé au podcast depuis le repêchage. Puis mhm. ça ne va pas s'améliorer les choses. Choisis les Packers de Green Bay pour l'emporter. Jordan Love, bon, victime de 10 interceptions depuis le début de la saison, mais la façon dont les Bears jouent, on ne s'est pas remis là, de la défaite contre Washington sur le Hail Mary. Alors, ça va juste aller de mal en pis pour Chicago. Je pense aussi, je vais prendre aussi les Packers parce qu'on revient d'une semaine de congé. Je dis pas que Jordan Love, ça a sûrement, ça a dû lui faire du bien cette semaine de congé-là. Je dis pas qu'il va connaître un grand match, mais je dis juste que il peut pas, je veux dire, il va probablement connaître un meilleur match que lors du dernier. J'ose espérer qu'il soigne encore une blessure qui est quand même récurrente, donc d'avoir une semaine de congé, ça peut l'aider. Les Bears sont quand même vulnérables contre le jeu au sol, donc je m'attends à un grand match de Josh Jacobs aussi du côté des Packers. Tu as parlé de sacs du corps, c'est tout simplement épouvantable. 38 sacs du corps, Caleb Williams qui a été victime cette saison. Tu as parlé des 9 la semaine dernière, c'était 6 la semaine avant. Je pense que la défense des Packers Oui, aussi pourrait connaître un grand match, donc moi aussi je prends les Packers. Vas-y. ouais, puis le changement de coordinateur à l'attaque, ça ne va rien changer. C'est un peu comme le changement de coordinateur offensif des Jets de New York. Si l'attaque est meilleure, non.
C'est un problème de personnel, mais c'est Ouais. la même chose du côté des Bears de Chicago. La ligne à attaque ne sera pas meilleure. Elle ne pourra pas créer plus des brèches pour le jeu au sol. L'équipe a été mal construite. Alors, on parle beaucoup de Matty Burfus qui fort probablement sera congédié à la fin de la saison, mais Ryan Pace, le DG, il n'a pas fait du bon boulot afin d'assembler cette équipe-là. Donc c'est pas une question de sélection de jeu, c'est une question vraiment de personnel puis de joueurs sur le terrain. Ben, c'est une combinaison des deux aussi. La sélection de jeu, bon, il y a un manque du côté de Waldron. Tu sais, j'en ai parlé à plusieurs reprises depuis le début de la saison. Tu sais, on misait beaucoup sur le jeu aérien. Mais il y a eu quelques semaines où on a eu un meilleur équilibre au niveau de la sélection de jeu. Mais Waldron, c'est juste un bouc émissaire dans tout ça, Marc-André. C'est juste un bouc émissaire. C'est Matthew Mhm. Burfus qui l'a embauché. N'oublie pas, Burfus a congédié Luke Getty l'année dernière à la fin de la saison. Là, on a changé de coordinateur à l'attaque. On a repêché un nouveau carrière et l'attaque est tout aussi minable que lors de la saison précédente. Alors, Eberflus essaie Mhm. juste de s'acheter du temps. Je sais que les Bears ont leur histoire, ils n'ont jamais congédié un entraîneur-chef durant la saison. Mais moi, je ne vois pas de quelle façon il pourrait être de retour l'année prochaine, surtout lorsqu'on jette un coup d'œil au calendrier des Bears. La portion facile de leur calendrier, elle s'est terminée là, contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. On a un calendrier qui est très difficile, le plus difficile de la NFL, je ne me souviens pas, d'ici la fin de la saison régulière. Alors, c'est juste une question de temps pour qu'il y ait un changement d'entraîneur-chef. Il faudrait également qu'il y ait un changement de DG à Chicago. Je le répète, Ryan Pace, c'est comme s'il passe sous le radar. Là. Tout le blâme va à Eberflus. Mais ça commençait avec Pace, la façon de la construire, cette équipe-là. Ça servait à quoi là, de mettre sous contrat Keenan Allen, de repêcher Rome Mhm. Odunze, lorsque ton jeune carrière n'a pas suffisamment de temps pour les repérer? Il s'est fait tabasser. Tabasser Ouais, derrière sa ligne de mêlée. Derrière la ligne de mêlée, ouais. vraiment, Les là. Falcons. Tu sais, parce que, Oui, ouais, excuse-moi de vas-y. t'interrompre, ma dernière chose, je veux dire là-dessus, tu sais, de repêcher des carrières, de repêcher des receveurs de passe, de mettre du contrat des receveurs de passe, quand tu n'as pas encore bâti ton équipe, tu sais, tu dois commencer par la fondation. Puis la fondation, c'est quoi? C'est au niveau des tranchées. Ligne à l'attaque, ligne défensive, d'abord et avant tout. C'est à la fin, tu ajoutes des receveurs de passe. Là, c'est comme si on a construit l'équipe à l'envers du côté des Bears. Alors, plus de ça, je répète encore une fois, tu joues à Chicago, Marc-André. Tu joues à Chicago. La ville des vents, il va faire froid. Là, on le voit, là, ça commence à mal aller. Ça ne va pas s'améliorer. Ouais, mais Didier, c'est beaucoup moins excitant de repêcher des joueurs de ligne à l'attaque en première ronde avec un choix top 5 que de repêcher des corps arrière, des receveurs de passe. C'est plus excitant pour les Ouais, mais gens. c'est C'est, pas un c'est... repêchage de fantasy football, c'est un repêchage Ouais, voilà. d'une vraie équipe de football, c'est ça le problème. Je suis sûr que Ryan Pace, il doit être très bon au fantasy football. D'ailleurs, j'ai l'impression que des fois, il y a des formations qui veulent juste faire plaisir. Ils veulent donner avec un coup d'éclat excitant à la Michael Penix ou de ce monde, ou empêcher des joueurs en attaque quand on aurait d'autres besoins à combler ailleurs dans notre équipe. Parlant de Michael Penix, son équipe, les Falcons à 6-4 vont affronter les Broncos à 5-5. C'est un duel entre deux équipes vraiment qui auraient dû gagner leur dernier match. Je ne peux pas croire que les Falcons ont perdu contre les Saints. Et que dire des Broncos, Didier, tout le monde a vu la séquence. Le botté bloqué en fin de match contre les Chiefs. Lorsqu'on parle de défaite crève-cœur, ça, c'en était une. Ouais, c'est spectaculaire comme fait de rencontre, hein, vraiment. Ben, parlons tout d'abord des Falcons d'Atlanta. Aucun sac contre les Saints. On savait que c'était un piège pour les Falcons, étant donné que les Saints ont congédié leur entraîneur-chef. Puis là, bon, il y a l'entraîneur par intérim, qui est le collateur des unités spéciales. Reezy, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Puis souvent, en congédiement, ça peut donner un boost. Hein. Ça peut donner une dose d'énergie à une Mhm. formation. C'est exactement ce qui est arrivé à la Nouvelle-Orléans. Et puis, Atlanta a réussi aucun sac du quart lors de ce match-là, Marc-André. On vient d'en parler. Là, le but, c'est de construire une équipe de football. Puis je sais, les Falcons ont une fiche gagnante, mais il y a des carences au sein de cette équipe-là. Là, ça fait près de 10 ans qu'on n'a pas de chasseur de quart. Ça se poursuit. Oui, on a mis sous contrat, on a complété une transaction pour amener Mac Judon. Mais Judon ne fait pas grand-chose depuis le début de la saison. Wang Weiko a raté 2 bottées de précision contre la Nouvelle-Orléans, lui qui est habituellement fiable. Mais cette défense-là, elle est vulnérable. C'est la raison pour laquelle moi, je choisis les Mhm. Broncos afin de l'apporter. Le match va avoir lieu à Denver. Tu l'as dit, bon, on a perdu de justesse contre les Chiefs. Malheureusement, l'attaque des Broncos n'a pas marqué de points en deuxième demi contre Kansas City. Il faut donner crédit à l'unité défensive.
Mais moi, j'ai une amélioration de la part de Bo Nix. Ce match va avoir lieu à Denver avec la foule bruyante. Je ne crois pas que les Falcons ont l'étoffe pour aller à Denver et infliger un revers aux Broncos. Alors moi, je choisis Denver pour l'emporter. Moi, je sais que je suis de ton avis, ça va se passer en défense. Les Broncos sont l'une des meilleures unités défensives du circuit, tandis qu'en ce moment, les Falcons, c'est l'une des pires. Donc, je vois vraiment, c'est deux extrêmes selon moi. Donc, moi aussi, je prends les Broncos. Les Broncos ont une fiche de 0-4 cette saison face à des équipes avec une fiche gagnante. Je pense que ça va changer. Je pense qu'ils vont avoir la première victoire, moi aussi, en fin de semaine. Les Seahawks de Seattle à 4 et 5 vont affronter les 49ers à 5 et 4. Ça, c'est un match de la plus haute importance également. Les 49ers ont le numéro des Seahawks en ce moment, 6 victoires de suite face à leurs rivaux de division. Je crois que ça va être une 7e victoire de suite pour les 49ers. Bon, la semaine dernière, ils m'ont déçu un peu, les Niners. Contre les Buccaneers de Tampa Bay, ils revenaient de la semaine de congé, ils jouaient à domicile. Là, je me disais, bon, OK, ça y est, là, les 49ers vont vraiment se mettre en marche. Malgré tout, c'est à tout prix pour battre les Bucks. Et je le rappelle, eux sont sans receveur de passe. On est toujours privé des services de Mike Evans. Bon, possiblement, il pourrait effectuer un retour au jeu cette semaine. Chris Godwin n'est pas là. Et puis les Niners, c'est ça. Ça a été une performance décevante pour moi. Mais les Seahawks s'amènent à San Francisco, puis eux, ça va pas bien là, du côté de Seattle. On avait congé la semaine dernière. Est-ce qu'on va en trouver des solutions durant la semaine de congé? Jusqu'à preuve du contraire, les Seahawks, ça fait quelques fois que je les sélectionne au niveau de notre pool de football, puis ils me déçoivent. Choisir les Niners afin de l'emporter contre les Seahawks de Seattle. On pourrait peut-être compter du côté des Seahawks sur le retour au jeu de DK Metcalf, qui, selon moi, attendait cet Ouais, ouais. affrontement-là avec impatience pour revenir au jeu. On l'a gardé, selon moi, également hors. On a profité vraiment de la semaine de congé pour lui donner 3 semaines complètes afin qu'il se remette de sa blessure à un genou. J'ai bien hâte de voir, mais moi aussi, je pense que les 49ers, avec le retour de Christian McCaffrey, on a vu ce que ça a changé vraiment déjà le visage un peu des 49ers, sans cette verge au total. Il n'a pas été très efficace au sol, mais je pense que ça va venir. Je pense qu'on est en train de revoir les 49ers de l'année dernière qui vont connaître du succès d'ici la fin de la saison. Moi aussi, je choisis les 49ers pour l'emporter. Les Chiefs Mais si le match est et leur serré, fils. mais excuse-moi, Oui, une oui, chose oui. je voulais dire, si le match est serré, le botteur des Niners, je ne sais pas si tu as vu qu'est-ce qui est arrivé avec Debo Samuel, parce que Moody, Non, le botteur de pression des 49ers, il a raté 3 bottées au cours de la rencontre. Moi, j'ai l'impression qu'il était sur le point de perdre son emploi, mais finalement, il a réussi le botté de la victoire à la fin. Donc, il a peut-être sauvé son job. Mais il y a Debo Samuel qui n'était pas content justement à cause qu'il n'arrêtait pas de rater des bottées. Il est allé le voir, il est allé lui dire sa façon de penser. Le spécialiste des longues remises n'a pas apprécié. Il essaie de défendre Moody. Bref, si le match est serré, j'ai aucune confiance en Moody pour qu'il réussisse un botté. Deuxième chose, ça avait mis dans mes notes. As-tu vu le jeu de Baker Mayfield contre Nick Bosa? Parce qu'il a repoussé Bosa à c'est une main pendant de longues secondes. Ça, là, c'est la marque de la honte pour Nick Bosa. Tu es un chasseur de quart, et puis tu as un quart arrière. C'est pas comme si c'était Cam Newton. C'est pas comme si c'était un carrière imposant physiquement là, comme Josh Allen. Baker Mayfield qui te repousse à un bras pendant genre 5 secondes. Pour un délit défensif, ça, c'est la marque de la honte. Et tu complètes ta passe en plus, si je me souviens bien. Oui, en plus, c'est tout un jeu de la part de Mayfield. Là. C'est vraiment tout un jeu. Mais Nick Bosa, moi j'aurais été gêné C'est la si plus, j'étais lui. En tout cas, je vais juste le mentionner. c'est la plus belle courte passe de la saison, assurément, depuis le début de la saison. Ouais. C'est tout Les un jeu vraiment Chiefs de la part de Mayfield. Ouais, les Chiefs de Kansas City, aidés du divan, hein, à 9-0, vont affronter les Bills à 8-2. C'est vraiment un affrontement, c'est quasiment rendu un classique, Chiefs-Bills, depuis quelques années. J'ai été surpris de savoir que les Bills ont remporté les 3 derniers duels entre les 2 équipes en saison régulière. C'est bien important de le préciser. En saison régulière, Josh Allen a eu le meilleur sur Patrick Mahomes lors des 3 derniers affrontements. Ouais, tu fais bien de le mentionner en saison régulière, parce qu'on a l'impression que ce sont les Oui. Chiefs qui ont déçu contre les Bills. Mais l'affaire, c'est que Kansas City l'emporte tout le temps en éliminatoire contre Buffalo, puis ils mettent fin à la saison des Bills. La semaine dernière, on a été chanceux là, du côté des Chiefs, mais on fait ça toutes les semaines. Les matchs serrés, la semaine précédente, on avait Mmh. vaincu les Buccaneers de Tampa Bay en prolongation. On trouve tout le temps une façon de gagner les matchs serrés. Ça aide lorsque tu as une défense qui est dominante.
Comme je le disais tout à l'heure, les Broncos de Denver ont marqué aucun point en deuxième demi. La défense de Steve Spagnuolo s'est resserrée. Mais là, toute bonne chose à une fin, là. OK, Kansas City n'a pas perdu depuis le 25 décembre dernier. On est chanceux. Là, on a vraiment été chanceux de battre les Broncos parce que si le botté n'avait pas été bloqué, le ballon avait été envoyé entre les deux poteaux, ça aurait été une première défaite pour les Chiefs de Kansas City. Il y a quelques semaines, lors de notre émission d'avant-match le lundi soir, on avait sorti le calendrier des Chiefs. Puis Mathieu Proulx nous posait la question en fait de savoir quand est-ce que les Chiefs vont perdre un match. Moi, j'avais dit contre les Bills à Buffalo. Alors moi, je sélectionne les Bills afin de l'emporter. Kansas City, là, c'est terminé. Là. Les victoires chanceuses, là, ça se termine. Ça va être une défaite contre Buffalo. Les Chiefs ont. 7 des 9 victoires des Chiefs cette saison ont été gagnées par un touché ou moins. Ça démontre à quel point la chance peut-être, mais bref, les grandes équipes font leur chance. C'est souvent le proverbe qu'on utilise. J'ai quelques statistiques lors des 3 derniers duels entre les deux équipes. Josh Allen, 9 interceptions, 9 parts de toucher et une interception. Patrick Mahomes, 6 interceptions en 3 matchs en saison régulière contre les Bills. J'ai bien hâte de voir également on a le retour potentiel à l'entraînement cette semaine de Isaiah Pacheco. Je ne sais pas combien. Il ne jouera assurément pas cette semaine, mais ça peut encore là Ouais, apporter du Amari renfort aux Cooper, est-ce Chiefs que au cours des. Cooper va jouer aussi, hein? Ça va être à surveiller du J'ai côté pas des Bills. regardé. Ouais, 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 c'est mais ça, sa Pacheco présence pour est les semaines à incertaine. On venir. enregistre le podcast. Ça, on enregistre le podcast mercredi matin, donc l'état de santé de certains joueurs reste à déterminer, mais ça, ce serait bien là, si on pouvait miser sur Pacheco et Kareem Hunt dans le champ arrière de Kansas City. Tu sais, ces deux porteurs de ballon qui sont robustes. Rendu au quatrième quart, là, pour les joueurs en défense, ça ne sera pas intéressant de vouloir plaquer ces deux porteurs de ballon. Bref, moi, je pense que les Bills vont aussi prolonger leur séquence en saison régulière et infliger un premier revers aux Chiefs cette saison. Et juste te dire, Didier, que Taylor Swift est à Toronto ce soir. Toronto-Buffalo, c'est vraiment pas loin. Je pense qu'elle sera au match et on va la voir à la télé à outrance en fin de semaine. C'est juste- Et toi, Jasmin Leroux, OK. là, tout le temps en train de me parler de Taylor Swift, là. OK, on va y aller Passons en rafale au avant que segment tu. en rafale, là. Ouais. En rafale avant que tu te fâches. Donc, les Jaguars à 2-8 vont affronter les Lions à 8-1. L'écart de points de ce match-là est à 13. C'est le plus grand écart entre deux équipes cette saison. Et je pense que c'est justifié. Moi, je vais choisir les Lions pour l'emporter. Ben, c'est sûr, je choisis les Lions aussi hein, pour gagner contre Jacksonville. On ne sait pas si Trevor Lawrence va jouer. Mac Jones, je me disais Ah, la semaine dernière, c'est une opportunité pour Mac Jones afin de relancer sa carrière. Tu sais, c'est un ancien choix de première ronde. Il a été exécrable, Marc-André. Vraiment pitoyable, 2 interceptions. On s'en va à Détroit, au Ford Field en plus. Même si les Lions peut-être vont et avoir un excès de confiance, je vois pas comment ils peuvent perdre ce match-là. à cause de Mac Jones, je dois être obligé de mettre mon Brian Thomas sur mon banc au niveau fantasy. Puis ça me rend bien triste. Détroit, 2 dernières victoires à domicile par une moyenne de plus de 20 points. Je pense que ça va se poursuivre également en fin de semaine. La Les Rams tendance va se à 4. poursuivre. Oui, exactement. Les Rams à 4-5 vont affronter les Patriots à 3-7 à Foxborough. Les Rams, une équipe qui est habituée au chaud soleil, au dôme, vont aller jouer à Foxborough dans le froid. J'ai bien hâte de voir. Mais ceci dit, je pense quand même que les Rams ont une bien meilleure formation que les Patriots à ce stade-ci de la saison. J'avais vraiment le goût de choisir les Patriots pour les raisons que tu viens de dire. Puis en plus de ça, les Rams m'ont déçu lundi soir contre les Dolphins. Mhm. Ça n'a vraiment pas été une bonne performance, en particulier leur ligne à l'attaque. Matthew Stafford a été pris d'assaut par le front de la défense des Dolphins, qui a vraiment bien joué. Ça m'a surpris à quel point le front de la défense de Miami a bien joué sans Bradley Chubb et Jalen Phillips. T'as Chubb Robinson qui était régulièrement dans le champ arrière. Mais je vais choisir les Rams afin de l'emporter parce que je crois pas là. Je crois pas que les Patriots seront en mesure de les vaincre, non? Pas vrai? En tout cas, je choisis Los Angeles, mais les Rams ont besoin de cette victoire-là. Là. Moi aussi, les Rams, les Patriots sont 30e pour les verges allouées dans la NFL. Je pense que ça peut être un grand match pour Karen Williams. Les Browns de Cleveland à 2-7 vont affronter les Saints en Nouvelle-Orléans qui sont 3-7. Parce que c'est un joyau patrimonial, le retour de Jameis Winston en Nouvelle-Orléans va se passer Ouais. super bien, comme sur des roulettes, avec une victoire. J'ai vraiment pas d'autres stats pour ce match-là. Juste pour Jameis, je prends les Browns.
Ben moi aussi, je prends les Browns et Jameis sur la route. Le retour de Jameis contre son ancienne équipe. Écoute, Marcus Ouais. Valdez-Scantling, je savais même pas qu'il jouait pour les Saints la semaine dernière. Ouais. 3 réceptions, Ouais. 109 verges et 3 touchés. Les 3 fois qu'il a touché au ballon, il a Mhm. inscrit des touchés. Savais-tu qu'il était rendu là, toi? Non, je l'ai appris la semaine dernière lorsque j'ai regardé les faits saillants et le box score. Ben ouais, ça, je suis comme. C'est ça, je me disais, c'est qui ça, le numéro 10 du côté des Saints? Marcus Valdez-Scantling. Mais les Browns ont eu congé la semaine dernière, puis ça va être un match revanche pour Jameis. Cette fois-ci, il va juste être victime de 2 interceptions, mais il va compléter 3 passes de J'ai- toucher. Les Browns vont causer une Dans mes notes. surprise. En tout cas, je ne sais pas qui est favori. J'imagine que ça doit être la Nouvelle-Orléans. Mais ouais, je choisis les Browns et Jameis, moi aussi. Les Browns, j'avais comme note également Nouvelle-Orléans vulnérable contre la course égale gros match pour Nick Chubb. Ça peut être peut-être une chose à regarder du côté des Browns. Les Colts à 4 et 6 vont affronter les Jets à New York à 3 et 7 au New Jersey, je devrais dire. Ça va être un duel entre les deux plus vieux quarts de la NFL cette saison. Joe Flacco, 39 ans, et Aaron Rodgers, 40 ans. Oui, c'est vrai. Puis Flacco, il a été victime de 3 interceptions dernière. Je m'attendais pas à ce qu'il en arrache autant que ça, là, mais si bien que là, on parle de ce que les Colts devraient renvoyer Tony Richardson dans la mêlée. On joue contre les Jets. Moi, je l'ai dit depuis quelques semaines, c'est terminé avec les Jets. Peu importe contre qui ils vont jouer, je ne vais pas sélectionner les Jets et Aaron Rodgers pour l'emporter. Là, je vais prendre les Colts sur la route à New York. J'ai zéro confiance en mon choix, mais j'y vais avec Indianapolis. Moi, les Colts, 3 défaites de suite. On a commis 8 revirements dans ces 3 matchs-là. Je pense Hmm. qu'après une contre-performance, la défense des Jets va être meilleure, va se lever. Je vais prendre les Jets de mon côté pour l'emporter en fin de semaine. Les Vikings à 7 et 2 vont affronter les Titans à 2 et 7. Sam Darnold, c'est le temps d'en parler. Est-ce que le Cendrillon, là, est-ce qu'on a frappé minuit? Le carrosse est-il redevenu une citrouille dans le cas de Sam Darnold? 5 interceptions en 2 matchs. Oui, ouais, pour moi, oui. Le carrosse est devenu une citrouille, là. 3 interceptions contre les Jaguars. Marc-André contre les Jaguars. À quel point la défense de Jacksonville, elle est mauvaise statistiquement. C'est une des pires de la NFL dans toutes les statistiques. 3 interceptions. La semaine précédente, ça avait été 3 revirements aussi. 2 interceptions et un échappé. Je pense que c'est le retour à la normale du côté de Sam Darnold. Là, encore une fois, là, j'avais hâte de choisir les négligés, les Titans du Tennessee. Le match au Tennessee, la défense des Titans, elle est bonne. Elle passe sous le radar en raison des ennuis qu'on a du côté de l'attaque. Mais justement, là, je me disais, bon, est-ce que je vais réellement choisir les Titans et Will Levis? Je ne suis pas capable de faire ça. Pas contre la défense de Brian Flores. Alors, je choisis les Vikings pour l'emporter. Je pense qu'on va provoquer des revirements aux dépens de Will Levis, mais moi, j'ai aucune confiance en Sam Darnold, là, présentement. Moi aussi, je pense que Saint Darnold qui a laissé son crampon de verre traîner, c'est un joueur des Vikings qui va l'avoir trouvé et qui va lui rapporter. Je pense que ça va se passer au sol parce que la défense des Titans est vraiment intraitable contre la passe. Je pense que ça va être la clé du succès va être Aaron Jones. Je pense même que Sam Darnold, on va peut-être limiter ses opportunités pour laisser plus de place au jeu au sol. Je pense que les Vikings sont une bien meilleure équipe, ne doivent pas l'échapper. Je vais les prendre pour l'emporter également. Les Raiders à 2 et 7 vont affronter les Dolphins à 3 et 6. Ce qui m'a surpris ou ce qui m'a étonné des Dolphins, ils ont gagné le match du lundi soir grâce à leur défense et non pas leur attaque explosive. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Et puis, Tua a vraiment pas bien joué. Il a pas connu un bon match. Mais défensivement, le front de la défense, comme je le disais tout à l'heure, ça m'a surpris. On a appliqué une pression constante sur Sam Darnold. On a rabattu certaines de ses passes. Donc, non, ça a vraiment été une bonne performance par Miami. Puis, je pense que ça va se poursuivre. On va accueillir les Raiders. Les Raiders, eux, ils avaient congé la semaine dernière. On se souviendra qu'ils ont congédié pas mal tout leur entraîneur en attaque, le coordinateur, l'entraîneur des carrières, l'entraîneur de la ligue offensive, ça va pas marcher. Ces changements-là, ça fonctionne jamais. Puis, non, c'est une victoire pour Miami. Miami joue bien. Souviens-toi, même la semaine précédente, ils sont allés à Buffalo. Ils auraient dû gagner ce match-là. Ça prend un botté de précision, 61 verges de basse, le botteur des Bills pour défaire les Dolphins. Donc, les Dolphins jouent bien. Je pense que Tua va mieux jouer face à la mauvaise défense des Raiders. Alors, victoire de Miami. On dit que Tyreek Hill s'est aggravé une blessure au poignet lorsqu'il s'est fait menotter il y a quelques semaines là,
par les policiers. Donc, c'est ça qui Ah, l'ennuie arrête, c'est ça qui arrête. l'ennuie en ce moment. Mais je lis des choses, là. Je veux juste dire que c'est peut-être pour ça qu'il connaît un petit passage à vide. Mais moi aussi, je pense Fait que que les c'est le cas, il Dolphins sont devrait une bien. poursuivre la police de Miami d'abord. Et moi aussi, je vais choisir les Dolphins pour l'emporter sur les Raiders. Les Bengals à 4 et 6 vont affronter les Chargers à 6 et 3. Je regardais la fiche des deux équipes et je me disais, c'est drôle, hein? Si tu m'avais dit que les Chargers auraient été 4 et 6 puis les Bengals 6 et 3, ça aurait fait autant de sens en début de saison. Ça pour dire qu'il n'y a pas un corps arrière qui a lancé pour 260 verges ou plus contre les Chargers cette saison et je pense que Joe Burrow va renverser la tendance et signer une victoire avec ses Bengals. Ah, ok, tu choisis les Bengals pour l'emporter à Los Angeles, Ouais, hein? ouais. Moi, je vais avec les Chargers. Je vais avec les Chargers. Je sais que Joe Burrow joue super bien. Jamar Chase contre les Ravens, il a été incroyable. Là, de son long touché qu'il a inscrit, là, il y avait 5 joueurs de Baltimore qui le pourchassaient. Il les a tous battus de vitesse. Mais c'est juste le style des Chargers. On est tellement robuste, autant en attaque qu'en défense. Puis je sais, c'est pas spectaculaire à voir. Mais Jim Harbaugh, lui, il fait pas dans la dentelle. Défensivement, les Chargers jouent bien. Puis je pense qu'ils vont gagner. Ils n'ont pas vraiment d'avantage de terrain, mais je pense qu'ils sont tout simplement plus robustes que les Bengals. Puis ils vont encore une fois trouver une façon de gagner la bataille de robustesse. Ils vont l'emporter, genre, sur un botté de précision par 3 points. Le soleil sera couché à Dallas lundi soir lorsque les Texans à Ah, 6 bonne et 4 nouvelle. vont Bonne nouvelle pour affronter CD Lamb. les, les Cowboys à 3 et 6. Bon, trêve de plaisanterie. Dans mes notes, Didier, j'ai marqué le partant sera Cooper Rush. 45 verres sur 23 passes tentées. C'est assez pour me faire prendre les Texans cette semaine. Ouais, moi aussi, je prends les Texans, mais les Texans qui jouent pas bien, hein. Ils ont des problèmes de protection, et puis ils n'ont pas été capables de battre les Lions malgré le fait qu'ils ont réussi 5 interceptions aux dépens de Jared Goff. On joue contre Dallas. Ce qu'on a à faire, c'est de remettre le ballon à Joe Mixon. Courir avec le ballon, puis ça devrait être suffisant. Dallas, c'est un désastre, là, Marc-André. C'est incroyable. Dak Prescott qui va se faire opérer aux ischio-jambiers, donc sa saison est terminée. Cooper Rush, bon, tu viens d'en parler. Je me demande, on devrait peut-être pas essayer d'envoyer Trey Lance dans la mêlée. Qu'est-ce qu'on a à perdre rendu là du côté des C'est Cowboys? tellement ça que Mais je te quel proposais la désastre! semaine dernière, puis tu m'as balayé ça du revers de la main, là. Ouais, t'as raison, t'as raison. Quelle erreur de ma part. Mais Cooper Rush, on l'a vu gagner des matchs, connaître du succès avec les Cowboys Mhm. par le passé, mais il faut dire que c'était pas avec l'édition 2024 là, qui en arrache. On n'a pas d'attaque au sol défensivement. Ça fait dur. Ouais, ok, je reconnais. J'avais tort de croire en Cooper Rush. Alors, on va voir qui sera le carrière partant des Cowboys, mais il n'y a aucun doute que je choisis les Texans dans la bataille du Texas. Une petite stats pour finir. Les Cowboys sont la première équipe à tirer de l'arrière par au moins 20 points lors de 5 matchs consécutifs à domicile. Rien ne va plus à Dallas et pour Jerry. Ah, c'est incroyable le nombre de mauvaises équipes qu'il y a cette année du côté de la NFL. C'est Il y épouvantable, en a épouvantable. plusieurs, là, vraiment. Là. Ça, Bon, ben écoute, ça complète, on a Didier, fait le notre tour tour pour la d'horizon. 11e Oui, semaine d'activité, ouais. Alors, on va se ouais. tourner vers le On est comme fantasy football. Fajardo et ses Faudra que tu nous receveurs. Là. transitions. Ben ouais, On est pas, on manque de on n'est pas synchronisme. On est synchro comme. du tout. Non, non. Les passes à la hauteur des chevilles, passes échappées. Oui. Mais avant d'y aller du côté du fantasy, on va regarder justement les résultats des prédictions. Ah, je tire toujours de l'arrière contre toi. Et le bonheur, ben, notre bonneuse, c'est Marie, hein, qui a 110 victoires. Donc 110 et Wow. 42 pour Marie. J'ai été 11 et 3 la semaine dernière quand même, de nous trois. On voit Quand la fiche de même. Guillaume aussi. Toi et Marc, Guillaume et toi, 9 et 5 la semaine dernière. Ah, j'ai eu une bonne semaine, 11 et 3. Alors, quand même, alors que Marie, elle, 110, ouais, 110 victoires. Alors, je ne crois pas que je vais être en mesure de la rejoindre là, avec 10 matchs Va de falloir retard. l'inviter. Va falloir l'inviter à la fin de Oui, la oui, on saison. va éviter à la fin, là, lorsqu'on va être rendu en éliminatoire, que la saison régulière est terminée. Je ne sais pas si elle va accepter notre invitation, mais elle On connaît a, on vraiment a quelques toute une semaines pour saison. lui. On a quelques semaines pour lui offrir, faire une tasse de café en céramique là, du sac du corps. Oui, ouais, c'est ça. Va falloir qu'on trouve un prix quand même, là, c'est mérité Ouais. de On sa va faire des part. t-shirts. Ouais. Des Oui, t-shirts de ouais, Noël, là. peut-être. En tout cas, on a le temps d'y penser, on a le temps d'y penser. Ben, tournons-nous Ouais, vers le ouais, ouais. fantasy football, tes recommandations
pour la 11e semaine d'activité. Alors, comme on le fait tout le temps, on va y aller avec la position de carrière. Quelle est la carrière que tu suggères d'avoir au sein de la formation partante à tout prix? Est-ce que les Steelers vont marquer assez de points pour battre les Ravens? C'était ça ta question tantôt. Je pense qu'ils vont Ouais. marquer des points, en tout cas, contre la défense, spécialement contre la passe, je vous en ai parlé. Donc, cette semaine, vous pouvez insérer, selon moi, avec confiance, Russell Wilson. Et personnellement, je le fais jouer. Je viens d'aller le chercher sur les joueurs autonomes d'un de mes pools et c'est lui que j'embarque à la place de CJ Stroud. Je peux vous donner Ah, t'es quelques all-in conseils. avec Russell, là. Je suis mes propres conseils dans la vie. Je préfère Russell Wilson à CJ Stroud cette semaine. Russell Wilson a produit 3 touchés dans 2 de ses 3 matchs cette saison. Depuis la semaine numéro 7, il a obtenu en moyenne 19 points fantasy par match. Et lors de la semaine numéro 11, Maudine, on affronte les Ravens de Baltimore qui ont accordé le deuxième plus haut total de points alloués au corps adverse cette saison. On a accordé 21 touchés par la passe. C'est le plus haut. C'est un sommet dans la NFL. Et pour vous donner une idée, Joe Burrow a lancé pour plus de 400 verges, a obtenu 4 passes de toucher, plus de 40 points fantasy la semaine dernière. Je ne dis pas que Russell Wilson va faire 40 points fantasy, mais je pense qu'il il peut connaître du succès justement contre cette défense des Ravens qui est vraiment pitoyable contre la passe. Ouais, elle est généreuse, elle est généreuse. Non, non, je suis d'accord avec toi. C'est une bonne idée de faire jouer tout carrière, finalement, qui affronte la défense des Mhm. Ravens de Mhm. Baltimore. Maintenant, quelle carrière qui doit être clôt au banc cette semaine? Je vais vous parler de Kirk Cousins parce que Kirk Cousins, on a été un peu floué cette saison. La perception de Kirk Cousins n'est vraiment pas, ne transpose pas, ça ne se transpose pas vraiment dans ce qui est la réalité dans le cas de Kirk Cousins parce que lors des 2 matchs contre les Buccaneers de Tampa Bay cette saison, il a obtenu 35 et 28 points fantasy. Et on sait que les Bucs, c'est l'une des pires défenses contre la passe dans la NFL en ce moment. Contre les autres formations, Kirk Cousins a obtenu seulement 12 points fantasy contre le reste de ces formations-là. Ça me dit que Kirk Cousins vraiment connu vraiment 2 matchs exceptionnels, puis par la suite, ça a été difficile. Lors de la semaine numéro 11, on en a parlé tantôt, on affronte les Broncos, qui est probablement l'une des meilleures, sinon la meilleure unité de la NFL en ce moment. Et Denver accorde en moyenne 13 points fantasy par match au quart adverse cette saison. Donc, pour moi, Kirk Cousins est à clouer sur votre banc, ainsi que plusieurs éléments en attaque, spécialement dans le jeu aérien. Je pense ici à Kyle Pitts, je pense ici à Darnell Mooney. Si vous avez d'autres options pour Drake London, je ferais peut-être la même chose. J'y penserais 2 fois, assurément. Et chez les porteurs de ballon, bon, on en parlait tout à l'heure, le retour au jeu possible d'Asia Pacheco, mais malgré tout, tu crois que ça vaut la peine d'insérer Kareem Hunt, de le faire jouer cette semaine? Comme un peu un dernier tour de piste parce que je suis pas mal convaincu que Pacheco, il est de retour à l'entraînement, mais il y a quand même 21 jours pour être de la formation. Je pense pas on va l'habiller tout de suite du côté des Chiefs. Je pense que ça va peut-être plus venir la semaine prochaine ou dans 2 semaines. On va prendre notre temps. À 9-0, on n'est pas obligé de presser les choses du côté des Chiefs. Juste pour vous dire que Kareem Hunt, depuis la semaine numéro 5, il est le porteur de ballon numéro 8 en format PPR. Il a vraiment été payant dans ce format-là précisément, moyenne de 18 points fantasy par match. Il a obtenu 44 points fantasy dans la zone payante. Donc, lorsqu'on arrive à la porte des buts ou à la ligne de 20, à l'intérieur du 20, on fait appel au service de Kareem Hunt du côté des Chiefs plus souvent qu'autrement. Il a obtenu 21 opportunités dans 5 matchs de suite. Lors de la semaine numéro 11, on affronte les Bills qui ont accordé le deuxième plus haut total de points alloués aux porteurs adverses cette saison. C'est environ 29 Ah, points fantasy par match. Je pense que Kareem Hunt est un excellent porteur de ballon, numéro 1, numéro 2 cette semaine pour une formation fantasy. ah, c'est intéressant, ça. Je ne savais pas que la défense des Bills avait été aussi généreuse contre les porteurs de ballon en termes de fantasy football. Encore Jonathan J.K. Dobbins Taylor, connaît une bonne... 114 verges. Jonathan Taylor, 114 Ouais. verges la semaine dernière aussi encore, plus de 100 verges. Ah, OK, bon, ben, bonne information de ta part. J.K. Dobbins connaît une bonne saison pour les Chargers, mais malgré tout, t'aimes pas sa confrontation cette semaine. Mais je veux surtout parler du retour de Gus Edwards la semaine dernière. Il a été blessé durant la majeure Oui, c'est partie de la vrai. saison, Gus Edwards. Il est revenu il a obtenu 10 courses, 55 verges, moyenne de 5,5 verges par course. Il avait l'air vraiment plus explosif qu'en début de saison. Je pense que ça lui a fait du bien. Et avec le retour de Gus Edwards, J.K. Dobbins, son temps d'utilisation a tombé à 56%. Il était à plus de 70 sans Gus Edwards, même des semaines, il était à 80-84%. Bref, on assiste à un retour du partage du travail dans le champ arrière des Chargers.
Puis ça, dans le cas de J.K. Dobbins, ça me fait peur un petit peu. Lors de la semaine numéro 11, on affronte les Bengals de Cincinnati qui ont accordé le troisième plus bas total de points alloués aux porteurs adverses cette saison. Ils sont quand même assez généreux contre la passe, les Bengals, mais contre les porteurs de ballon, contre le jeu au sol, c'est quand même, ils sont vraiment, vraiment meilleurs. Lors des 4 dernières semaines, seulement 14,75 points fantasy en moyenne lors de ces 4 dernières semaines-là. Et pour vous illustrer à quel point la défense des Bengals, elle est bonne contre le jeu au sol, la semaine dernière, Derrick Henry, seulement 16 courses, 68 verges. Donc, pour moi, J.K. Dobbins est à laisser sur votre banc cette semaine. Chez les receveurs de passe, Calvin Ridley a connu un bon match la semaine dernière pour les Titans du Tennessee. Tu crois que ça va se poursuivre cette semaine? Je suis allé chercher personnellement Calvin Ridley. J'ai fait des transactions pour aller chercher dans 2 pools cette semaine parce que depuis le Ah départ de ouais. DeAndre Hopkins, Didier, il a été ciblé 34 du temps par les corps arrière des Titans. C'est bon pour le premier rang dans la NFL. Il a récolté 300 verges en 3 semaines. C'est bon pour le deuxième rang dans la NFL. Il a été la première lecture des corps arrière 40 du temps. Donc, il est vraiment la seule arme en attaque du côté de Calvin Ridley, spécialement dans des pools de type PPR. Je pense que Calvin Ridley peut être très, 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 très payant d'ici la fin de la saison. La semaine dernière, 84 verges, 2 touchés. Et ce qui est encore plus fabuleux, c'est qu'il a ces statistiques-là avec Will Levis et avec Mason Rudolph. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment assez fabuleux. 20 points De fantasy lors recevoir des des 3 points dernières bonus. semaines. Exactement. 20 points fantasy lors des 3 dernières semaines. Et lors de la semaine numéro 11, on affronte la défense des Vikings qui est généreuse contre la passe depuis le début de la saison, on le sait. 39 points fantasy alloués aux receveurs adverses cette saison. C'est sûr que la semaine dernière, les Jaguars, les receveurs Brian Thomas, ça n'a pas payé, mais je pense juste que c'est un match-là est juste à oublier et du côté des Jaguars et du côté des Vikings. Euh, volume pour Calvin Ridley, combiné à une défense vulnérable. Je ne suis pas expert en mathématiques, mais il y a des fortes chances, des fortes probabilités que ça fonctionne du côté de Calvin Ridley cette semaine. OK, on va voir ça, mais tu as de très bons arguments. DJ Moore et les Bears, ça va pas bien à Chicago? Alors, Non, c'est DJ aussi Moore, hein? simple que ça. Non, mais sérieux, on marque pas de points. C'est quoi? Aucun chat nos 23 dernières séquences en attaque. Ouais. Difficile de faire jouer des Il est joueurs le des Bears. receveur. DJ Moore est le receveur numéro 38 en ce moment en format standard au niveau fantasy. C'est Wow. vraiment une saison oubliée pour DJ Imagine. Moore. Il a pas marqué plus de 7,5 points fantasy depuis la semaine numéro 5. Et on affronte les Packers lors de la semaine numéro 11. Green Bay a accordé le deuxième plus bas total de points alloués aux receveurs adverses lors des 4 dernières semaines. Et ça s'est traduit par seulement 31 réceptions pour 240 verges. Donc pour moi, les Bears, c'est pas excitant en ce moment. Puis j'ai choisi DJ Moore, mais j'aurais pu vous dire également la même chose pour Keenan Allen ou Rome Odunze. Assoyez vos receveurs Au des Bears cette Comet. semaine. Cole Kmet. Je pense que Gerald Everett a été Ouais. libéré en même temps que Shane Waldron. C'est comme ils viennent ensemble depuis Seattle. Mais bref, oui. Assoyez tous vos receveurs, vos receveurs des Bears cette semaine. Hmm. Mon Dieu que ça va pas bien. En tout cas, il reste beaucoup de Non? football à être joué à Ouais. Chicago en plus. Maintenant, en position d'ailier rapproché, Tucker Craft a connu de bons moments avant la semaine de congé du côté des Packers de Green Bay. Le lien rapproché numéro 6 au niveau fantasy depuis la semaine numéro 4, Tucker Craft. Plus de 10 points fantasy en moyenne par match. Puis ça, pour un allié rapproché, ben, c'est quand même très bien. On sait que la position, c'est souvent précaire. Lors de la semaine numéro 11, on vient de parler des Bears et les Packers affrontent les Bears. Ce qui est intéressant, ce que j'ai appris en faisant des recherches, c'est que les Bears ont accordé 18 points fantasy aux alliés rapprochés en moyenne lors des 4 dernières semaines. C'est le 4e plus haut total dans la NFL et Ah ça fait oui. vraiment contraste avec les receveurs de passe. Parce que les receveurs de passe, on est l'une des meilleures défenses contre la passe, contre les receveurs de passe dans la NFL. Donc, on contre vraiment les receveurs, puis ça donne des opportunités aux alliés rapprochés adverses. C'est vraiment un contraste entre receveurs et alliés rapprochés. J'ai trouvé ça intéressant. Donc, la position, disons, de demi-inséré ou de receveur, d'alliés rapprochés, je pense que Tucker Craft pourrait connaître un excellent match cette semaine également contre les Bears à insérer dans votre formation. Une autre formation pour qui rien ne va plus, ben, ce sont les Jaguars de Jacksonville. Puis en attaque, ça va vraiment pas bien. J'en parlais tout à l'heure, Mac Jones. Écoute, c'était épouvantable, c'est la performance qu'il a offerte. Ça faisait en sorte que, écoute, je pense que les Jaguars ont eu le ballon seulement 18 minutes.
durant leur match. Peut-être que je me trompe, là, mais on n'a pas eu possession du ballon très longtemps. Ça, c'est un impact au niveau de toute l'attaque et en termes de fantasy football aussi. 6 réceptions, 40 verges seulement pour Evan Engram la semaine dernière. Si vous jouez en format PPR, vous avez fait 10 points, c'est pas si pire que ça, mais si vous êtes en standard, c'est seulement 4 points. Je pense qu'avec Mac Jones au poste de quart, ben, ce genre de chiffres-là, ben, ça va être la norme jusqu'à nouvel ordre pour Evan Engram. C'est pas très excitant. Si vous voulez mon avis, lors de la semaine numéro 11, on affronte les Lions. Les Lions ont accordé seulement un touché à un ailier rapproché cette saison. Ils ont accordé seulement 312 verges à la position d'ailier rapproché au total. Donc, vraiment, Evan Engram était cloué sur votre banc cette semaine. Pour d'autres options, écoutez, je pense que si j'avais d'autres options à vous offrir, je pense que j'aime beaucoup John Smith, peut-être cette semaine, avec contre les Raiders, avec les Dolphins. J'aime également, je serais curieux d'aller voir ce que Will Dissly peut apporter également du côté des Chargers. Donc, au lieu d'Evan Engram, ça peut vous donner des alternatives comme ça. C'est pas les gros chars, hein? Si vous avez évidemment un ailier rapproché vedette, faites jouer votre ailier rapproché vedette. Mais si vous cherchez des joueurs qui sont sur votre fil de joueurs autonomes, je pense que ça peut être une bonne idée. Je sais qu'il y en a une coupe en semaine de congé, dont Trey McBride notamment. Ouais, Trey McBride a eu d'un jeu tout à fait spectaculaire la semaine dernière. Il s'est débarrassé d'un plaqué. Après ça, un autre joueur qui est arrivé pour le plaqué, il a sauté par-dessus. Il est vraiment très talentueux, Trey McBride. Alors, les Cardinals, eux, qui ont congé cette semaine, d'ailleurs, trop dans la tête de la section Ouest de la NFC, avec une fiche de 5 et Oh là là. 4. Bon, ben écoute, on a fait le tour, Marc-André. Je te remercie pour tes conseils Fantasy Football. Je te remercie de m'avoir accompagné afin de mettre à la table pour la 11e semaine d'activité du côté de la NFL. Il y a plusieurs bonnes rencontres, hein, comme on s'en est rendu compte en y allant de nos analyses. Alors, on a bien hâte de voir ça. Ça va être tout un dimanche de football, oui, avec toutes ces rencontres-là du côté de la NFL. Puis en plus de ça, le match de la Coupe Grey à Vancouver. Je te souhaite de passer une bonne semaine, puis on se reparle la semaine prochaine. Non, je faisais exprès, comme je voulais terminer l'émission comme on l'avait commencé. Ah, Salut. ouais, c'est ça. Je pensais que tu Salut. étais gelé, je pensais qu'il y avait un problème. Allez, ciao, Marc-André. Salut. Alors, on va terminer l'épisode en beauté avec la minute des fans. Je vous invite à nous envoyer vos questions, préférablement en format vidéo, d'environ d'une trentaine de secondes à l'adresse courriel du podcast, le sac du car à commercial@gmail.com, le sac du car à commercial@gmail.com. Alors, on a une question aujourd'hui qui nous vient d'Emmanuel. Alors, tout d'abord, merci Emmanuel de nous avoir fait parvenir votre question. Salut Didier, c'est maintenant le début de la saison morte des Alouettes. Nous savons déjà que le dossier des carrières sera le point d'attention central des prochains mois. Outre cela, quels seront les autres dossiers importants sur la table de Danny Machocha? Quelles autres positions les décisions seront critiques pour espérer retourner au match de la Coupe Grey et ultimement le remporter? Bien, on en a parlé tout à l'heure. Pour moi, la priorité, bon, bien sûr, là, il y a les carrières, mais après ça, c'est chasseur de cartes. Sean Lemon, bon, il est suspendu de façon pour une période indéterminée, mais j'ai l'impression que sa carrière, ben oui, justement, elle est terminée. Mais ça va nous prendre des chasseurs de cartes. Chasseur de cartes qui peut gagner des batailles un contre un, comme je le disais tout à l'heure, afin d'épauler Ademi Berglund, qui a connu une très bonne saison. Mais chasseur de cartes, moi, c'est là-dessus que je mettrais la priorité du côté des Alouettes. Il y a eu trop de matchs au cours desquels les carrières avaient beaucoup de temps pour repérer leurs receveurs de passe. On en parlait ici même au podcast. Alors, je dirais chasseur de cartes. Et puis, position de porteur de ballon, je sais que Jason Maas aime beaucoup Walter Fletcher. Fletcher est un bon joueur, il est dynamique. Mais si on peut avoir le jumelé avec un porteur de ballon plus robuste, ça pourrait être une bonne chose également. Ou peut-être utiliser davantage Shantamar Erlington, qui a connu de bons moments en deuxième moitié de saison, une fois qu'on a échangé Joshawn Antwi. Mais je pense qu'il y aurait quelque chose à faire. Mais vraiment, chasseur de cartes pour moi, ça doit être une priorité du côté de Danny Machocha. Bien sûr, après la position de carrière. Alors, Emmanuel, merci de nous avoir envoyé cette question. On espère que cet épisode du podcast Le Sac du Car vous a plu et on vous reparle la semaine prochaine.